Webinaire. Oui, voilà, c'est lancé. Eh bien, bonjour à tous. Donc, on se retrouve aujourd'hui jusqu'à 15h pour un nouveau webinaire sur la thématique de comment lancer un groupe d'autopartage entre particuliers. On s'est retrouvé pour la plupart d'entre vous le 2 décembre dernier sur un webinaire sur les leviers de l'autopartage entre particuliers. Vous avez dû recevoir le compte rendu et le replay si vous n'aviez pas vu et pas suivi. Et voilà, donc aujourd'hui, on est là jusqu'à 15h pour ce thème sur lancer un groupe d'autopartage avec des témoignages aussi de groupes d'autopartage. Et je vais commencer par vous présenter le déroulé et vous dire aussi que si vous voulez intervenir, surtout n'hésitez pas à commenter ou à réagir en mettant un commentaire dans le chat. Il y aura des temps aussi de réaction après chaque partie, donc on vous donnera la parole. Vous pourrez aussi vous exprimer au micro et vous présenter. Voilà pour les aspects pratiques de ce webinaire. Si j'en oublie, Clara, Jérôme ou Bruno, n'hésitez pas à me compléter. Et donc, sinon, je vais vous présenter le déroulé de ce webinaire. Donc, on a 1h30 ensemble pour parler de plusieurs sujets. À la fois les questions de mode de propriété du véhicule, la question des outils d'organisation et de fonctionnement. On parlera aussi calcul du coût de la voiture et partage des frais du véhicule. On parlera évidemment de l'assurance, qui est un sujet qu'on a déjà pu aborder sur les précédents webinaires, mais là qu'on approfondira. Un aspect aussi sur comment animer et gérer un groupe. On aura aussi des témoignages d'autopartageurs et on aura un petit temps de conclusion pour vous donner des éléments aussi sur la suite, les prochains rendez-vous et les outils qui sont communs tout au long pour continuer à échanger, notamment le Discord que vous connaissez pour certains. Peut-être je vais passer directement la parole à Jérôme sur les modes de propriété du véhicule. Il me semble que la diapo d'après, voilà, on y est. Donc Jérôme, je te laisse la parole. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors peut-être juste pour en préambule aussi, pour rappeler ceux pour qui c'est la première fois, ce projet il est porté dans le cadre d'un appel à projet financé par l'ADEME, donc qui dans le cadre des communs, des appels à projet des communs, et donc on est à peu près à mi-parcours de ce projet. Et donc on est plusieurs structures, donc on est 4 structures. Donc moi je fais partie de l'université de Brest, du laboratoire de sociologie qui s'appelle le LABERS. Et donc on a Dromolib, Marine qui vient de parler, on a Marie-Lise pardon, qui vient de parler, on a Mobicop avec Clara qui va parler, et la DTech avec Bruno. Donc on est 4 structures à porter ce projet, donc à animer ces webinaires. Donc moi je vais intervenir sous l'angle donc de la propriété du véhicule, parce qu'on a travaillé avec Pierre Servin, que vous avez pu voir lors du dernier webinaire, qui a fait sa thèse sur la question notamment de l'habitat participatif, donc qui a beaucoup travaillé déjà sur ces questions de propriété partagée. Donc je vais essayer d'évoquer ce sujet avec quelques diapositives. Avancez, s'il vous plaît. Alors, moi, je ne sais pas si j'ai la main sur le... Oui, je vais faire défiler les slides, Jérôme. Ok, merci. Alors tout d'abord, voilà, en préparant cette présentation avec Pierre Servin, on a rappelé que la propriété, ce n'est pas seulement, voilà, c'est une notion qui est loin d'être simple. Et il n'y a pas seulement la question de qui est propriétaire du véhicule. On peut voir ça plus comme un faisceau de droit. Donc il y a surtout la question de comment diviser ou regrouper les faisceaux de droit de propriété. Donc dans ces faisceaux de droit, on peut déjà distinguer ce qu'on appelle la propriété absolue ou la propriété exclusive. Donc absolue, droit de propriété au moins d'un seul et même propriétaire. Exclusive, droit de propriété attribué à une seule personne. Et évidemment, dans l'autopartage, on sort de cette notion classique de propriété, et c'est ce qui est intéressant. Donc on va passer la diapo suivante. Donc on peut distinguer la propriété comme avec trois grands éléments. L'abusus, qui a le droit de disposition, en gros c'est qui peut vendre, c'est souvent le nom sur la carte grise. Usus, qui a l'usage, donc en fait la propriété c'est aussi qui va utiliser le véhicule. Et le fructus, qui en a le droit de fructification, qui va pouvoir gagner de l'argent via l'utilisation. On peut rajouter aussi la question de qui gère, qui en est responsable, qui autorise, et tout cela rentre dans la distinction du mode de propriété. Donc, je ne vais pas rentrer plus dans le détail sur ces volets théoriques. Je vous invite à aller voir
un article qu'on a déjà réalisé avec Pierre Servin, vous voyez le lien en dessous, là, qui creuse un petit peu cette question de en quoi justement l'autopartage est une manière aussi d'expérimenter une approche différente de la propriété. Alors, diapositive suivante. Donc la propriété individuelle, souvent c'est ce qu'on connaît le mieux, c'est un participant possède le véhicule et le met à disposition des autres membres du groupe. Donc là, on est dans des cas où au final, on a une seule personne qui est sur, la carte grise et on peut avoir des accords formels ou informels sur l'utilisation, donc avec des choses plus ou moins, cadrées. Le cas de la propriété partagée ou copropriété, donc on distingue les 2. Donc plusieurs noms sur la carte grise, là on sera plutôt dans la propriété partagée. Donc plusieurs personnes ont leur nom sur la carte grise et donc peuvent, enfin, du coup, ça nécessite de se mettre d'accord. C'est comme quand on est par exemple en couple ou marié, voilà, on a plusieurs noms sur la carte grise, mais on peut aussi avoir des personnes qui n'ont pas de liens familiaux qui sont sur la même carte grise. Et on distingue aussi la copropriété là qui fait plus référence à ce qui se passe notamment dans une propriété liée à un syndic d'immeuble. Donc là, on a des systèmes d'autopartage qu'on peut qualifier de résidentiels ou de privés, où on a, c'est le cas à Rennes, là, des projets où à la fois quand on crée un immeuble, on commence à envisager, ça existe déjà à certains endroits, la voiture comme une partie commune. Donc ça, c'est une autre manière de faire. Diapositive suivante. Alors une autre mode de propriété, c'est quand on fait intervenir une personne morale. Donc en fait, on délègue, cette propriété à une personne soit qui existe déjà, ça peut être le cas dans une association, déjà créée, par exemple un collectif transition ou une association qui a déjà un véhicule et qui s'en sert pour ses adhérents. Et bien là, dans ce cas, la voiture sera, déjà propriétaire et on pourra, l'utiliser si on est adhérent notamment. Alors ça peut faciliter notamment la question de l'assurance parce qu'en tant qu'adhérent d'une association, eh bien, on n'est plus légitime à utiliser le véhicule et on est couvert dans ce cadre-là. Après, ça peut poser des questions, on en reparlera évidemment. Alors, c'est intéressant, cette personne morale qui gère le véhicule, donc la propriété du véhicule, mais ça nécessite évidemment des ressources pour gérer cette personne morale et pour aussi la créer. Donc, c'est pas toujours facile aussi quand on doit créer une association dédiée, par exemple, à l'autopartage, et ben, ça nécessite aussi un peu d'investissement pour gérer cette association. Alors, j'évoque rapidement ici l'organisation du financement qui peut être liée justement à cette question de propriété. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'autopartage entre particuliers, on voit qu'il y a souvent des systèmes un peu alternatifs de financement qui se mettent en place et qui justement, au-delà, on n'est pas dans la propriété classique, on expérimente une autre mode de propriété, mais aussi on expérimente d'autres modes de financement qui tournent beaucoup autour du système du don, avec de l'achat partagé, des emprunts à des particuliers. Donc on voit aussi que la propriété partagée est aussi souvent l'occasion de tester des financements un peu plus alternatifs. Et donc voilà, je vous invite aussi à aller voir un article qu'on a publié avec Clara et Milan récemment dans la revue Pour, où on discute un peu ces cas de différence sur l'autopartage, en particulier au milieu rural. Voilà ce que j'avais à dire. Donc je pense que j'ai pas été trop long, donc on va avoir du temps pour discuter. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas en tout cas à réagir ou à compléter, voilà, si vous trouvez que j'ai peut-être pas été suffisamment complet sur certains aspects, n'hésitez pas à intervenir maintenant. Vous pouvez intervenir soit je sais pas, on peut lever la main ou alors en posant des questions dans le chat. Du coup, oui, est-ce que vous avez des questions, des réactions sur ces aspects de la propriété, de la copropriété et ce que Jérôme a pu présenter? N'hésitez pas. Oui, il y a Sylvie qui a levé la main. Vas-y Sylvie, viens ouvrir ton micro et te présenter. Ah, on ne t'entend pas. Ton micro est ouvert, mais on ne t'entend pas. Et sinon, tu peux contribuer dans le chat. Ah, là, peut-être on va t'entendre. Vas-y, essaye. Non, on ne t'entend pas.
Donc, si tu veux, tu peux contribuer dans le chat. Il y a une réaction de Noémie qui dit « Avez-vous des exemples pour le cas de la propriété via une personne morale tierce ?» Et Laurent, s'il vous plaît, serait-ce possible un lien vers la publication mentionnée en dernier, mais l'autre aussi, donc la publication dans la dernière revue pour, peut-être. Est-ce que Jérôme ou Clara, vous auriez un lien à nous partager? Alors, elle est dans le Discord, mais je peux le... En fait, elle n'est pas libre d'accès. La première est libre d'accès, mais pas la seconde. Mais je l'ai mise dans le Discord. Du Discord pour le remettre là. Ok. Ouais. Et Laurent qui pose la question, comment fonctionne l'assurance dans le cadre d'un accident et d'un véhicule appartenant à une association? Peut-être ça, on le verra au moment de la partie sur l'assurance. Je vous laisse me répondre, peut-être Bruno. Et puis, si on est sur le cas de la propriété de la personne morale tierce. Voilà, donc un exemple concret, c'est, j'ai un cas, je vais prendre les exemples que je connais le mieux à Brest. On a une association qui s'est créée, donc plusieurs personnes, des citoyens, voilà, des personnes avaient envie de faire un groupe d'autopartage, et à Brest, ils ont créé une association qui s'appelle Les Partageurs, alors qui ne fait pas que du partage de voitures, qui fait aussi du partage d'objets. Donc ils ont créé une association cette association a pris la propriété, donc a acheté les... Alors, soit il y a eu des dons, parce que par exemple, le premier véhicule qu'il y avait eu à Brest, c'était le don d'une des personnes de la famille. Donc, il y a eu un don de ce véhicule dans un premier temps à l'association. Et par la suite, donc, il y a eu depuis 3 ou 4 véhicules rachetés. L'association a permis en fait de mettre en place un achat avec des emprunts, avec la banque. Et donc, c'est l'association qui est propriétaire du véhicule. Et alors après, ce qui est un peu particulier dans le groupe des partageurs, c'est que chaque groupe se gère un petit peu de manière différente. Donc chaque groupe, par exemple, a une carte bleue, a fait ses comptes de manière séparée, mais n'empêche que les véhicules sont la propriété de l'association. Voilà pour la première question. Il y a Teresa qui propose de témoigner. En Ardèche. Ok, alors Oui, alors je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Très bien. Bah, du coup, c'était juste pour rapidement compléter cet exemple-là. Nous, on avait, donc nous, Alec 07, on a accompagné une commune en Sud-Ardèche, une commune de 250 habitants à peu près, pour mettre en partage un véhicule électrique qui appartient à la commune. Et du coup, il y a une association d'habitants qui s'est créée pour gérer tout le partage et tout le lien administratif aussi avec la commune. Voilà, un exemple un peu particulier, mais pour compléter. Donc là, le véhicule est la propriété de la commune, en revanche. Oui, tout à fait. D'accord. Donc, c'est vrai qu'on a... En fait, c'est... Oui. Une question d'Yves-Marie Davenel aussi sur comment on fait en pratique pour une carte grise partagée. Alors, donc, une carte grise partagée, c'est au moment où on achète un véhicule, on peut proposer de rajouter le nombre de personnes... Alors, je sais pas, sur le nombre maximal, je sais pas, je crois qu'on peut aller jusqu'à 5. Il me semble d'avoir déjà eu un cas où on peut mettre 5 personnes. Et donc, c'est tout à fait possible de rajouter des personnes qui ne sont pas de la famille. Donc, j'ai un cas à Brest où 2 colocataires se sont mis sur une carte grise. Et le problème, c'est qu'évidemment, quand on le fait, si ça change le groupe, pour faire la carte grise, qui peut coûter très cher. Donc, c'est une solution qui n'est pas forcément très souple, mais qui, quand on sait qu'on a un groupe qui va être durable, qui peut être intéressante. Et je précise que d'un point de vue juridique, la carte grise n'est pas un titre de propriété. Donc, on peut avoir des écarts entre la propriété et la carte grise. Mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est d'avoir son nom sur la carte grise qui permet de vendre. C'est-à-dire, quand on va vendre le véhicule, il faudra avoir l'autorisation de toutes les personnes qui sont sur la carte grise. Une remarque de Sylvie, donc c'était sans doute ce que Sylvie voulait nous dire tout à l'heure. La carte grise partagée pose problème en cas de départ d'une des personnes. Voilà, veillez à faire le nécessaire pour supprimer cette personne sur le document avant de perdre sa trace. Oui, donc ça vient redire ce que disait. Ça a un coût. Et la trame qui renvoie vers en effet un lien sur le service public, sur les droits en tant que particulier. Merci Ulysse. Est-ce que je vous propose de passer à la partie suivante sur l'organisation et le fonctionnement? Sur les outils pour l'assurance. Oui, il y avait une question sur l'assurance, mais alors est-ce que Bruno, on traitera plus tard peut-être dans la partie sur l'assurance? Comment fonctionne l'assurance dans le cadre d'un accident et d'un véhicule appartenant à une association?
Alors, Bon, pas directement dans la présentation, mais on pourra y revenir à ce moment-là. Si Jérôme, si tu as des éléments là-dessus, on en parlera. On a un petit peu plus de temps. On a un petit peu plus de temps pour le volet assurance en plus. Ok, on en parlera à ce moment-là. Vous pouvez répondre maintenant. Juste le cas que j'ai sur l'exemple que je connais, c'est quand on a un accident, l'association a un malus. Hein, donc, au final, c'est comme une assurance d'une entreprise ou d'une. Donc, au final, on a un malus qui est donné à l'association, quoi. C'est une assurance professionnelle. Donc, s'il y a un accident, et ben le malus va à l'association qui paiera plus cher, si jamais c'est des responsables. Ok, je vous propose de passer à la partie suivante sur les outils pour l'organisation et le fonctionnement. Je ne sais pas qui, de Jérôme, de Bruno, présente cette partie. Voilà, donc si tu veux passer à la diapo suivante, Clara. Donc, alors, désolé avec les petits points, il vous manque toujours la première lettre du titre. Donc, guide pratique de l'autopartage entre particuliers. C'est un outil qui est en ligne actuellement sur le site d'ADTech, puisque c'est nous qui l'avions élaboré. Il sera bientôt sur le centre de ressources du collectif qui est en cours d'élaboration, dont on vous parlera tout à l'heure. Ce guide pratique donne toutes les infos utiles, alors toutes peut-être un petit peu présomptueux, mais en tout cas le maximum d'infos utiles pour organiser un autopartage entre particuliers. Donc il est accessible en ligne, vous avez le lien. Vous aurez dans les jours qui vont suivre le diaporama qui vous sera transmis avec le lien pour l'enregistrement de ce webinaire. Donc vous aurez ce lien, mais si vous allez sur le site d'ADTech, vous y accéderez assez facilement. Et ce guide pratique donc est organisé en chapitres qui donnent les différentes étapes, et y compris sur la question de la propriété qui a été abordée précédemment. Voilà, de façon un petit peu moins détaillée, mais chaque sujet est abordé. Donc le premier élément de l'organisation de l'autopartage, c'est le contrat. Le contrat, ça fixe le cadre et les règles de l'autopartage. Beaucoup de groupes fonctionnent avec un contrat oral, mais quand on leur pose la question, tous disent, ceux qui font de l'oral disent, nous on fait de l'oral, mais on conseille vraiment à tout le monde qu'il soit écrit. C'est même conseillé quand les personnes se connaissent bien, parce que l'oral, des fois, tout n'est pas dit quand on fait de l'oral. Il y a des choses qui sont comprises de façon un petit peu différente dans les différentes têtes. Donc c'est pas mal que ce soit écrit. Ça permet à la fois de caler les choses entre les parties prenantes, et ça permet également qu'on réfléchisse à tous les sujets, ce qui n'est pas forcément fait quand on fait de l'oral. Quand on fait de l'oral, on dit oui c'est bon, je réserve la voiture, ça va se passer comme ça, et on peut oublier certains sujets. Là, ça permet vraiment d'avoir une démarche systématique. Vous avez également sur notre site et bientôt sur le centre de ressources Wiki un exemple de contrat. Alors ce contrat est en format Word, vous pouvez donc le modifier à votre guise, l'adapter en fonction des différents éléments qui sont sur le guide pratique. Donc ce contrat vous permet vraiment de mettre en place les choses à la carte en fonction de votre autopartage, les usages réguliers, les usages occasionnels, la façon dont vous organisez les versements des différentes sommes, etc. La diapo suivante. Donc voilà les choses qu'il est intéressant et important de mettre dans le contrat. Donc, bien sûr, de commencer par le véhicule et par les conducteurs concernés. Il est préférable de faire un contrat par véhicule, même si vous fonctionnez avec plusieurs véhicules partagés, parce qu'il peut y avoir sortie d'un véhicule parce que quelqu'un déménage ou parce que le véhicule est vendu ou va à la casse, que ça n'oblige pas à tout refaire derrière. Puis parce qu'on peut avoir des conducteurs différents sur les différents véhicules. Il y a des gens qui peuvent préférer partager leur véhicule dans un cercle plus large, d'autres dans un cercle plus restreint. Donc, voilà, ça donne toute cette souplesse-là, et ça évite de faire des alinéas, des sous-alinéas, etc. On met les usages réguliers du véhicule, ceux dont on sait qu'ils vont se reproduire de façon systématique. Si quelqu'un a besoin d'un véhicule, du véhicule tous les mardis soirs, on va l'inscrire, et les autres membres du groupe sauront que le véhicule est utilisé par cette personne le mardi soir.
On met pour les usages ponctuels, donc ceux qui n'ont pas de caractère régulier, les modalités de réservation. Donc, est-ce qu'on le fait par écrit, par téléphone, par SMS, enfin par mail, par téléphone, par SMS, entre deux portes, etc. Aussi penser à la manière dont les choses s'organisent derrière. Ça, Clara en reparlera un peu tout à l'heure. Dont les choses s'organisent derrière pour l'information des différents membres. Si on est plus de 2 personnes sur l'autopartage, il faut penser à la manière dont l'emprunteur, le propriétaire et surtout les personnes extérieures peuvent avoir l'information derrière. On peut inscrire dans le contrat la manière dont les choses sont gérées quand il y a plusieurs besoins simultanés du véhicule. On peut l'écrire, mais ça n'empêche pas d'y déroger derrière, de faire vraiment du cas par cas. On y reviendra également. On peut faire figurer l'endroit où le véhicule est stationné. Si le propriétaire a un parking ou un garage, ou si un emprunteur a un parking ou un garage et que c'est le lieu habituel du stationnement, on le précise et on indique aussi où le véhicule est stationné quand il est rendu. Par exemple, il y a des contrats où on met que si on sait que le prochain utilisateur de véhicule ne sera pas le propriétaire, il n'est pas nécessaire de ramener le véhicule chez le propriétaire. Comment on gère les clés ou le badge et les papiers du véhicule. Il faut savoir que les papiers du véhicule, une photocopie n'a pas de valeur légale. Donc, sachez que si vous êtes contrôlé par la police ou la gendarmerie, vous pouvez expliquer que vous faites de l'autopartage, mais on vous demandera de vous présenter pour présenter l'original du papier si vous ne l'avez pas. Donc, il est préférable d'avoir l'original. Le carnet de bord que je présenterai sur la diapo suivante. Le calcul et le partage des frais, donc il y a un gros sujet que je détaillerai un petit peu plus loin. On met aussi la présence éventuelle d'acompte. Est-ce qu'on paye une somme à l'avance pour éviter que le propriétaire soit de sa poche jusqu'au premier paiement de chacun? Et les fréquences de paiement. Est-ce qu'on paye tous les mois, tous les trimestres? Souvent, ce qui est adopté, c'est qu'on paye à une fréquence régulière. Et quand il y a un gros kilométrage, si par exemple on prend le véhicule pour partir en week-end ou en vacances, on fait un paiement exceptionnel pour éviter toujours d'être trop débiteur. Ça met tout le monde à l'aise, aussi bien le propriétaire que les emprunteurs. Ce qui se passe en cas d'infraction, donc je suppose que vous savez ce qu'on écrit, c'est que chacun assume les conséquences de ce qu'il a fait. Comment on gère les accidents et les incidents? Un dépôt de garantie qui n'est pas systématique, mais qui peut mettre tout le monde à l'aise. La manière dont le contrat peut évoluer et dont il est suivi. Et enfin, la manière dont il s'arrête, sachant que la fin du contrat qui peut amener les gens à se torturer un peu l'esprit n'est pas forcément un problème en soi, parce qu'on peut de fait arrêter le contrat en arrêtant d'emprunter le véhicule. Donc même si les choses sont écrites différemment, ça pourra très bien fonctionner derrière. Diapo suivante. Donc le carnet de bord, ça peut être un carnet papier, ça peut être un carnet informatique. Ça, c'est un exemple de carnet de bord papier. Donc, on met le nom de l'emprunteur, le jour et l'heure à laquelle on a emprunté le véhicule, le jour et l'heure à laquelle on le rend, auquel on le rend, le kilométrage de départ, kilométrage d'arrivée et éventuellement des petites infos. J'ai fait le plein, pensez à changer les balais d'essuie-glace, enfin voilà, ce genre de choses. Diapo suivante. Donc la charte, c'est un cas particulier, c'est quand on a un autopartage entre particuliers, un AEP, qui est organisé avec l'aide d'une personne morale. Donc ça peut être une collectivité locale, ça peut être une association, ça peut être un office HLM, etc. Et cette charte, en fait, elle fixe les engagements respectifs de chacun. Donc si c'est une collectivité, par exemple, elle accompagne les autopartageurs concrètement, elle peut fournir et payer l'assurance. Et les autopartageurs, c'est de fournir les infos pour le suivi, en particulier de tenir le carnet de bord pour qu'en cas de pépin, on soit d'équerre par rapport à l'assurance, voilà, etc. Je crois que j'ai fini mes diapos. On a quelques minutes pour échanger si vous avez des questions, des témoignages, des réactions sur ces aspects-là. Alors, est-ce que vous avez déjà utilisé des contrats et vous, est-ce qu'il y a des choses qui apparaissent dans vos contrats qui n'ont pas été cités par Bruno, par exemple, ou est-ce qu'il y a des choses qui vous surprennent là, dans ce qui est proposé, sur lesquelles vous auriez des questions, ou est-ce que vous utilisez des chartes pour certains d'entre vous?
Ah oui, voilà. Vas-y, Mike. Donc, bonjour. J'ai un petit témoignage d'un habitat participatif entre Alex et Livron. Donc, on a une voiture partagée et on fonctionne avec, on l'appelle un guide de l'autopartage qui est en ligne et qui est modifiable par les utilisateurs. Donc, il change. Donc, c'est pas un contrat qu'on a signé entre nous, mais qui fait aussi qui donne un peu des chiffres clés sur l'impact de la voiture, sur les co-conduites, etc. Donc, c'est un document un peu plus long qui fait une vingtaine de pages et qui est vivant en fonction des discussions, des échanges au sein des collectifs, mais qui est aussi très pratico-pratique. Ça veut dire quand on déplace le lieu où sont les clés, etc., c'est vraiment un document qui est adapté par rapport à la réalité des besoins de partage. Merci Mike. Il y a David dans le chat qui dit qu'il utilise un contrat avec 2 amis pour leur voiture et un autre pour emprunter la voiture d'un autre voisin. Et il y a Jacques qui a levé la main, Jacques tout le monde, et ensuite la trame. Je vous laisse Jacques prendre la parole. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui. Nous avons donc un petit groupe d'autopartage au village. Avec un contrat qui revaut à peu près tous les points qui ont été présentés par Bruno. Un point qui nous pose problème, parce qu'on a des vieilles voitures, c'est qu'est-ce qui arrive en cas d'incident si l'assurance ne rembourse pas la vraie possibilité de remplacer la voiture. Voilà, c'est un sujet qu'on n'a pas réussi à résoudre. On espère que ça nous arrivera Jacques. jamais. Vous êtes basé où? Vous êtes basé où, Jacques? Près de Bourg-en-Bresse. Ok. Est-ce que Bruno, tu veux réagir et apporter des éléments de réponse sur la question de l'incident et de l'accident quand l'assurance... Jacques, alors je vais faire un petit peu de pub pour Jacques parce que Jacques représente l'association Autobus qui fait pas mal de publications intéressantes sur l'autopartage, sur le covoiturage et sur les mobilités en général. Pour répondre à ta question, Jacques, sur la question qui peut se poser si le véhicule doit aller à la casse suite à un accident parce que l'assurance considère que sa valeur n'est pas à la hauteur de ce qu'elle veut rembourser. On peut très bien le mettre dans le contrat, mais il faut que tout le monde soit d'accord. On peut très bien mettre que on se base sur la valeur vénale du véhicule et chacun participe soit à parts égales, soit au prorata des kilomètres pour acheter un véhicule. Enfin, en tout cas, pour indemniser le propriétaire de la perte de ce véhicule qui pouvait encore servir. On peut l'écrire. On peut l'écrire a priori. On peut le décider a posteriori, même si ça n'est pas écrit. Il y en a qui fonctionnent comme ça. Mais il faut bien que tout le monde soit d'accord et que tout le monde soit à l'aise par rapport à cette solution. Le moins à l'aise pouvant être le propriétaire, paradoxalement. Oui. Merci. Je crois qu'il y avait d'autres mains levées, notamment Ulysse de la trame. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Super. Du coup, j'avais une question, mais avant, pour reparler de la voiture qui serait cassée et que l'assurance ne remboursait pas, il peut aussi y avoir un système de provision où les utilisateurs provisionnent de l'argent tous les mois pour les coups durs, et ça peut aller jusqu'à remplacement du véhicule, ce qui évite d'avoir à sortir une grosse somme d'argent quand le véhicule est cassé, et ce qui garantit au conducteur d'avoir la somme au moment où ça arrive. Et si un des conducteurs sort du contrat, on lui rend la provision qui n'a pas été utilisée, par exemple. Et du coup, ma question était au niveau du modèle de contrat d'autopartage que vous proposez, juste pour savoir. Donc, dans le modèle, il y a un propriétaire et un deuxième conducteur. Ma question est, si on a 3-4 conducteurs, est-ce que du coup, c'est à chaque fois un contrat entre le propriétaire et chaque conducteur, ou est-ce qu'on rajoute le troisième conducteur, le quatrième conducteur, le cinquième conducteur, et on utilise un seul contrat pour l'ensemble des conducteurs s'ils sont plus de 2? Alors, surtout pas plusieurs contrats, à la fois parce que c'est lourd, mais on est tous sur le même bateau, en fait. On est tous utilisateurs du même véhicule, donc il faut bien que tout le monde soit sur le même contrat pour un même véhicule. Donc, soit on réimprime le contrat et on refait signer tout le monde, soit on est sur le contrat de départ s'il n'y a rien à modifier, parce qu'il peut y avoir des bricoles à modifier si on y revient 1 an, 2 ans après.
et on fait signer les nouveaux arrivants sur le contrat et on refait signer, si on veut que tout soit d'équerre, on refait signer les premiers signataires pour bien montrer qu'ils sont d'accord avec l'arrivée des nouveaux. D'accord, très bien, merci. Il y avait des remarques et des échanges qui ont eu lieu dans le chat sur quelle est la plus-value du carnet de bord et du coup des réponses qui ont été apportées directement par les participants sur le fait que ça permet en effet de pouvoir suivre les comptes, de se passer d'un outil numérique aussi, d'avoir aussi une vision du planning d'emprunt en cas de justification auprès de l'assurance. Voilà principalement. Et en effet, quand les gens n'ont pas de smartphone ou d'outils numériques, le carnet de bord peut vraiment y pallier et jouer le même rôle. Il ne faut pas être sur le tout numérique, il faut pas forcément être sur le tout papier non plus. C'est vraiment en fonction des appétences de chacun, de pas penser aux membres du groupe. Il y a des gens qui peuvent être plus ou moins à l'aise avec le numérique, qu'il y a des gens qui peuvent être plus ou moins à l'aise avec le papier, et voilà, s'adapter vraiment à la composition du groupe et à son évolution aussi. Teresa de l'Alex 07 qui pose une question, elle dit on a fonctionné avec juste une charte dans l'exemple, je pense, de Beaumont en Ardèche, et on avait seulement une charte mais pas de contrat. Est-ce que ça a la même valeur juridique? Alors une charte, ça dépend de ce qu'il y a dedans. C'est toujours pareil. La valeur juridique, on est quand même sur de la confiance dans le fonctionnement de l'autopartage entre particuliers. Faut pas en faire un outil pour aller devant les tribunaux. C'est vraiment un engagement mutuel. Les choses telles que je les ai proposées, moi, elles essayent d'être le plus d'écart possible du point de vue juridique, mais on est quand même dans ce fonctionnement de confiance. Donc, voyez-le dans cet aspect-là. Ce que vous y mettez, plus il y aura d'écrits, mieux ce sera, que vous l'appeliez contrat ou charte, peu importe. Comme je vous disais en introduction, ça permet à la fois de traiter tous les sujets et de se poser les questions. Parce que l'oral, on oublie de se poser les questions des fois. Oui, Teresa disait qu'il y avait grosso modo les mêmes éléments que tu as pointés tout à l'heure pour le contrat dans leur charte. Merci. Et du coup, David qui se demandait si dans une version numérique, il est possible de remplir aussi les kilomètres indiqués sur le carnet de bord à la place des personnes qui ne sont pas connectées. Si elles sont d'accord et si on est en confiance, oui. Mais c'est peut-être mieux que chacun puisse mettre son nez dans le truc aussi pour avoir l'information des autres. Pour avancer, parce que je vois qu'on n'est pas si on avance que ça, je vous propose de passer à la partie suivante sur le calcul et le partage des frais. Du coup, Bruno, je te laisse la parole. Oui, si tu peux passer la diapo suivante, Clara. Donc, première info que vous aurez également sur notre site, le coût moyen d'une voiture. Donc, c'est un calcul, ce sont les vrais chiffres. Alors, ce sont des chiffres 2022. Je n'ai pas le temps et les budgets pour le faire tous les ans. Ce sont les vrais chiffres, c'est basé sur des données INSEE et de l'INSEE du ministère des Transports principalement. Donc en gros, j'ai en numérateur les dépenses des Français pour leur voiture, de tous les Français, et en dénominateur le parc automobile possédé par les ménages, par les particuliers. Donc ce sont des vrais chiffres, vous pouvez en voir plein d'autres sur Internet, méfiez-vous, y compris le barème fiscal, y compris des choses qui étaient publiées auparavant par l'Automobile Club de France. Ce sont des chiffres qui ne correspondent pas à la réalité. Là, on est vraiment sur la voiture moyenne du parc français. Donc, vous l'avez un petit peu plus bas sur la diapo, c'est une voiture qui fait 6 chevaux, qui est âgée de 11 ans, mais l'âge n'a pas beaucoup d'importance, et qui parcourt à peu près 11 000 km par an. Donc, voilà ce que c'est que la voiture moyenne. On n'a pas de chiffres, c'est une question qui m'est posée régulièrement. Je ne peux pas répondre à des questions sur si j'ai une voiture, j'ai une 308 qui date de 2017, qui fait 25 000 km à l'année, combien ça coûte? Je ne peux pas répondre. Les données telles qu'elles sont disponibles, je ne peux pas répondre non plus sur la motorisation, en particulier sur l'électrique, parce que la question est posée. Les chiffres qui existent aujourd'hui sur le coût d'une voiture électrique sont basés sur des scénarios, sur des hypothèses. Hypothèses de niveau d'usage, hypothèses y compris chez les constructeurs.
Moi, j'ai eu des échanges avec quelqu'un chez un constructeur. Je lui dis, ah bah, ça m'intéresserait d'avoir vos chiffres sur l'électrique. Il me les a envoyés. En fait, voilà, il y a des hypothèses à tous les étages dans son calcul. Donc, on n'a pas aujourd'hui de chiffres précis. La seule chose que je peux dire, c'est que par rapport aux chiffres que je vais vous communiquer, donc diapo suivante. Donc ça c'est ce qui figure sur le document qui était sur la diapo précédente. C'est le coût kilométrique moyen d'une voiture. Donc vous avez en rouge, dans les couleurs rouge et rose, qui correspond plus ou moins au coût variable d'un point de vue comptable. En bleu, ce qui correspond à des dépenses qui ne sont pas à chaque usage, mais qui interviennent de temps en temps, tous les X mois, l'assurance, les réparations par exemple. Et en jaune, c'est ce qui est lié à la perte de valeur de la voiture et puis de façon accessoire la carte grise. Donc ce coût moyen, c'est 33 centimes du kilomètre. Si on met à part ce qui est payé directement par les emprunteurs, c'est-à-dire le stationnement payant et les péages, on est à 30 centimes du kilomètre, donc pour une voiture de 6 chevaux. Et si on raisonne sur une année, pareil sur le kilométrage moyen que j'évoquais tout à l'heure, on est à peu près à 3 800 €. Ceci étant dit, quand la question est posée, moi je dis si vous avez une voiture un petit peu plus petite, bah, vous prenez un petit peu en dessous du 30 centimes du kilomètre, un petit peu plus grosse, vous prenez un petit peu au-dessus. Discutez-en entre vous parce que c'est une décision commune. En général, c'est le propriétaire qui propose et les emprunteurs qui sont OK. J'ai rencontré assez souvent des emprunteurs qui exprimaient une infinie gratitude aux propriétaires et qui trouvaient que c'était vraiment pas cher. Sachez aussi que si vous faites 1000 ou 2000 km par an, avoir quelques centimes d'écart, ça ne fait jamais que quelques dizaines d'euros à la fin de l'année. Donc ne vous torturez pas trop l'esprit sur est-ce qu'on prend 30, est-ce qu'on prend 32 centimes, sauf si c'est important pour vous. Mais en tout cas, voilà, sachez où sont les enjeux. L'âge de la voiture a peu d'importance. Je l'ai un peu abordé tout à l'heure. Une voiture récente, elle va avoir beaucoup de décodes, donc beaucoup de jaune sur le camembert. Elle va avoir par contre très peu de réparations, très peu de bleu. Une voiture ancienne, ça va être l'inverse, avec un phénomène de vase communicant. Bon, d'une année sur l'autre, ça peut varier, mais en gros, bon an, mal an, on sera à peu près dans les mêmes eaux pour le coût d'une même voiture quasi neuve et à 10, 15 ou 20 ans d'âge. La diapo suivante. Hop, non, ouais. Donc, comment est-ce que vous pouvez procéder pour le partage des frais? La première solution, donc, c'est d'utiliser un barème kilométrique. Le barème kilométrique, il peut dépendre de la taille du véhicule. Donc, je vous disais tout à l'heure, si on est sur une voiture plus petite que la moyenne, moi, je conseille de choisir dans la fourchette entre 24 et 28 centimes du kilomètre. Donc, je dis bien, on laisse à part le stationnement payant et les péages. Une voiture moyenne entre 28 et 32, etc. On se met d'accord sur un prix à l'intérieur de cette fourchette-là. Chacun paye au prorata de ses kilomètres. Donc, si par exemple la voiture on a décidé qu'on la partage à 30 000 km sur l'année, je vais payer 1000 km par 30 centimes égale 300 € au propriétaire selon des modalités qu'on a définies dans le contrat. Ce barème, on peut le réévaluer chaque année, en particulier si le prix de l'essence évolue. On peut aussi, bien sûr, on va intégrer l'inflation. Et l'avantage de ce barème, il a deux avantages. C'est qu'il est simple, on a un chiffre au départ et on l'applique de façon indifférenciée. Il a un deuxième avantage, c'est qu'il est équitable. Si vous avez des grosses réparations, si vous adoptez le deuxième barème, donc si tu veux passer la diapo suivante, Clara. Donc, le deuxième barème, c'est de calculer les dépenses chaque année. Donc, on note toutes les dépenses de l'année. C'est ce que font pas mal de groupes. On n'oublie pas de tenir compte de la décote et on divise par le kilométrage total de l'année. Si par exemple, on a dépensé 3000 km pour la voiture sur l'année et que la voiture a fait 3000 € pardon, et que la voiture a fait 15 000 km, elle aura coûté 20 centimes du kilomètre. L'inconvénient de ça, c'est qu'il y a des coûts qui ne sont pas évidents à évaluer. Vous allez voir, si tu peux passer très rapidement sur la diapo suivante. Voilà, ça c'est la cote Argus de ma voiture. C'est une 208 que j'ai acheté neuve en 2015. Vous voyez que la cote Argus, c'est considéré comme un outil absolu, la cote Argus. Vous voyez que ma voiture, elle a pris de la valeur en 2022 et 2023. Pourtant, elle a roulé. Hein.
c'est pour montrer que même des outils comme la cote Argus n'ont pas une vérité universelle. Donc c'est un des premiers obstacles si tu peux revenir à la diapo antérieure, Clara. Donc un des obstacles de ce mode de calcul. Deuxième obstacle, c'est que quand on a une grosse réparation, ben, les autopartageurs qui sont sur le partage de la voiture cette année-là vont payer les grosses réparations, alors que ceux qui vont arriver 1 an, 2 ans ou 3 ans après vont en profiter sans les avoir payés. Donc il y a une certaine iniquité dans le temps, parce que les groupes d'autopartage évoluent dans le temps. On a des gens qui déménagent, des gens qui achètent une voiture, des gens qui n'ont plus de voiture et qui arrivent, etc. Donc voilà, sont des choses ce sont des obstacles. Alors si on le fait en connaissance de cause, il n'y a aucun souci. On choisit de fonctionner comme ça, mais c'est important de le savoir. Voilà, j'ai fini sur cette diapo. Tu peux sauter celle-ci, tu peux la sauter, on l'a présentée. Troisième solution, donc, c'est de partager seulement une partie des frais. Ça, c'est à l'initiative de certains propriétaires. Il y a des propriétaires qui disent moi, ma voiture, je l'ai de toute façon. Qui disent aussi j'ai davantage de moyens de financer que vous, donc je décide de vous faire cadeau de certains frais. C'est pas forcément dit comme ça, hein, je traduis d'une certaine manière. Et le propriétaire dit moi, plutôt que de tout faire payer, de faire payer l'assurance, de faire payer la décote de la voiture, je choisis de ne vous faire payer que l'essence, les réparations et les pièces détachées. Un des inconvénients, c'est que ça peut amener certains emprunteurs à limiter leur utilisation. Si on se sent débiteur vis-à-vis du propriétaire, on va avoir tendance à limiter son usage ou avoir besoin de lui verser des contreparties, donc de lui faire des cadeaux. Ça peut compliquer les relations. Dans d'autres cas, ça peut peut-être les simplifier, mais en tout cas, ça peut être un obstacle. Autre solution, c'est de partager les différents frais de manière différente. Ça, c'est le cas en particulier quand le véhicule est acheté en commun, donc ce qu'on appelle l'indivision en termes juridiques. Dans ce cas-là, si par exemple 2 personnes achètent un véhicule en commun, elles peuvent décider que les dépenses qui ne vont pas dépendre du kilométrage, donc la décote et l'assurance principalement, vont être partagées à 50-50, parce que si on a décidé d'acheter la voiture à 2, c'est qu'on avait l'intention tous les deux de l'utiliser, et que s'il y en a un qui l'utilise moins, ben, faut pas que ça soit préjudiciable à l'autre, parce qu'il aurait peut-être pas acheté la voiture s'il avait été tout seul. Et par contre, les autres frais, les réparations et l'essence, on va les partager au prorata des kilomètres. La diapo suivante. Voilà, Oui, donc si Tom veut prendre le micro. Oui, alors je vais juste faire un petit mot d'introduction pour Tom. En fait, c'est donc voilà, il va vous présenter une expérimentation qui a lieu à Figeac, donc dans la région Occitanie, sur l'autopartage entre particuliers. Et Tom, je voulais te proposer d'avoir un focus effectivement sur toute la réflexion que vous avez eue aussi par rapport justement au calcul des coûts sur votre autopartage, parce qu'il y a eu tout un travail mené sur ça. Voilà, je te laisse la parole, Tom. Moi, j'entends personne. On n'entend pas Tom. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. C'est bon. Oui. Oh, désolé, excusez-moi. Donc oui, je représente l'association Figeac Écomobilité. On est une commune qui est située dans le Lot, au nord de l'Occitanie, une ville de 10 000 habitants, avec plein de petits villages autour pour faire une communauté de communes de 45 000 habitants. Donc on a un milieu très rural, et donc on cherche des alternatives à l'autosolisme, dont l'autopartage. Donc c'est un des projets qu'on porte, enfin qu'on teste. Donc on est toujours en phase d'expérimentation. En fait, on a lancé le processus nous en septembre, et ça a véritablement commencé en octobre. Donc voilà, on a 2 à 3 mois de retour. On a tâtonné un peu, mais maintenant c'est bien parti. Et donc en janvier là, on va faire un point
finale pour mettre fin à cette phase d'expérimentation et j'espère qu'on va lancer le processus de façon plus généralisée sur notre communauté de communes. Donc par rapport au prix, il y a une chose moi qui me semble intéressante, peut-être une réflexion qu'on a eue, j'aimerais bien savoir s'il y a d'autres personnes qui ont eu ces réflexions-là, de mettre un double prix en fait. Un prix pour les gens qui proposent un véhicule au groupe d'autopartage et un prix pour les gens qui n'en proposent pas. En fait, on a eu cette idée pour essayer d'être le plus équitable dans le sens où si je propose un véhicule, j'ai déjà des coûts fixes à à subvenir chaque année et du coup de pas payer les coûts des autres propriétaires concernant, la décote et l'assurance. Et ça, je l'assume pour mon véhicule, mais pas pour les autres véhicules. Donc typiquement, en gros, on a un prix moyen de 15-20 centimes du véhicule pour du kilomètre, hein, pour ceux qui possèdent un véhicule et plutôt 30 centimes du kilomètre pour ceux qui n'en possèdent pas. Enfin, qui n'en possèdent pas, qui n'en proposent pas au groupe d'autopartage. Donc ça, c'est une réflexion qu'on a eue, on a trouvé ça pas mal, on pense qu'on va le généraliser du coup à notre système. Et donc ça, je voulais savoir si c'est des réflexions qui avaient eu lieu dans d'autres groupes, typiquement. Voilà, autre chose, un autre point que j'aimerais aborder, quand je fais le bilan moyen là du nombre du kilométrage par trajet qu'il y a eu sur ces 2-3 mois, on arrive à 135 kilomètres par trajet. Donc en fait, nous on se rend compte que les véhicules, ils ont été empruntés uniquement pour des gros trajets, donc quand les gens partent en week-end ou vont rendre visite à de la famille, dans des villages ou des villes qui sont pas situées juste à côté de Figeac. Et voilà, je voulais savoir s'il y avait des données, niveau national ou dans d'autres, heu, dans d'autres phases enfin, dans d'autres endroits qui ont testé ce dispositif. Parce que nous, c'est pas du tout ce qu'on avait en tête à la base quand on l'a lancé. On pensait on voulait quelque chose de flexible un peu pour les trajets du quotidien, pour aller faire ses courses et cetera. Et en fait, on se rend compte que c'est surtout loué pour les gros trajets. Voilà un peu pour les 2 points que je pourrais évoquer. Hem Un autre point aussi, c'est que là, sur les 2-3 mois, en fait, donc il y avait 9 véhicules dans la flotte et en fait, il y en a que 4 qui ont été loués, qui ont été beaucoup loués, très loués, parce qu'ils sont plus pratiques au niveau de la localisation, au niveau de la récupération des clés, au niveau du prix, je pense aussi. J'ai pas regardé si c'était corrélé. Mais voilà, en fait, il y a qu'un véhicule sur 2 qui est utilisé et donc je pense que ça serait intéressant, en tout cas pour nous, de voir pourquoi ceux qui n'ont pas été pris, enfin, pour quelles raisons ils n'ont pas été pris, quoi. Pour essayer justement de généraliser, à d'autres véhicules. Voilà pour les 2 points. Merci. Est-ce qu'il y avait des réactions par rapport, en effet, aux questions que Tom soulevait? En tout cas, il y avait aussi des commentaires dans le chat. Et je crois que Nicolas voulait prendre la parole sur une question notamment que posait Nicolas, c'est comment prendre en compte l'historique de la voiture dans les frais de réparation, en citant l'exemple de ma chère Auto de Cities, qui le prend au prorata des kilomètres parcourus en autopartage par rapport aux kilomètres totaux, avec l'inconvénient qu'au début, le propriétaire a de fortes chances de payer la quasi-totalité pour des réparations qui vont arriver plus vite du fait de l'autopartage. Donc, en gros, plus vite du fait d'un usage intensif de la voiture. Est-ce que vous voulez compléter, Nicolas? Vous précisez votre question? C'est précisé dans le chat et j'ai répondu dans le chat. Si la voiture roule plus, de toute façon, on va le retrouver dans la participation des emprunteurs. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Plus il y a de kilomètres, effectivement, plus il y a de participation, plus il y a de réparation, mais plus il y a aussi de participation des emprunteurs. Donc, une voiture qui fait 50 000 kilomètres, que ce soit en 3 ans ou en 4 ans ou en 5 ans, de toute façon, on va retrouver les 50 000 kilomètres dans la participation des emprunteurs. Et du coup, Michael Chepi à Versailles, qui du coup, en réponse à la question de Tom de Figeac, qui disait que pareil, sur Versailles, ils ont plutôt observé des déplacements durant le week-end ou les vacances, du coup entre 100 et 200 km aller. Du coup, aller-retour ou aller, c'est ça que je ne comprends pas. En tout cas, des longues distances, en effet. Même ordre de grandeur, quoi. Ouais. Je disais que c'était 138, là, la moyenne, donc sur un aller-retour, enfin, ouais. sur le trajet. En tout, quoi, en aller, ouais.
Donc, Ah, le 100 à double 200 sur un km meilleur temps. nickel pour un ado. Ah oui, ok. Donc 200 à 400. Ok. On est en milieu urbain, donc c'est plus facile de trouver des solutions de transport en commun. Et oui, c'est là où nous on était un Pour peu étonnés les parce qu'on a un courts milieu trajets, rural et voilà. justement on se disait que ça allait être sur les trajets, de 10-15 kilomètres que cet autopartage allait pouvoir être efficace. Pour l'instant, c'est pas le cas. Alors le truc, c'est qu'on a aussi, pour l'instant dans notre groupe de test, c'est uniquement des gens qui sont basés à Figeac. Donc Figeac, c'est la ville de 10 000 habitants dont je vous parlais. Et on n'a pas dans notre groupe là, des gens qui habitent dans les villages aux alentours. Les villages aux alentours, ils sont situés justement à environ une dizaine de kilomètres. Et c'est ces trajets-là là, qui sont nombreux entre les petits villages et la ville, qui serait intéressant d'investiguer, notamment les gens quand ils viennent faire leurs courses ou quand ils viennent au marché, ce genre de choses. Et là, pour l'instant, on n'a pas réussi à toucher cette population-là. Et je pense que là, il y a une grosse possibilité d'expansion du dispositif, quoi. Et donc sur des trajets de plutôt 10-15 km. Il y a un autre témoignage de Yannick qui dit que j'emprunte plus effectivement pour des grands trajets aux endroits ou aux horaires où les transports en commun ne sont pas possibles. En fait. C'est une alternative et ça vient compléter quand il n'y a pas de transport en commun. On sent souvent pour des distances parfois un peu plus longues. S'il y a une offre de transport en commun suffisante sur Figeac ou sur Versailles, en effet, il y a moins besoin de prendre la voiture pour ces types de trajets. Je surveille l'heure, on a pris un petit peu de retard. Je vous propose de passer à la partie suivante. Je vais essayer d'être plus synthétique. On a prévu un petit peu plus de temps pour l'assurance, mais je vais essayer d'être un peu plus synthétique pour vous laisser la parole. Surtout qu'on est là sur des sujets sur le niveau d'usage qui sont un petit peu en marge de ce webinaire. Ils sont intéressants en eux-mêmes, mais on n'est pas sur le cœur du webinaire. On pourra en reparler à d'autres occasions, sur le Discord en particulier. Donc sur la question de l'assurance, en termes d'autopartage, les principaux besoins de l'autopartage entre particuliers, donc que ce soit côté propriétaire ou côté emprunteur, sont les suivants. Alors j'en ai mis en gras. Le premier, donc dans l'ordre de présentation, donc pas de restriction sur l'âge et l'ancienneté du permis des emprunteurs. Parce que vous savez que le système assurantiel est fait de telle manière que les jeunes conducteurs présentent un surrisque en termes d'assurance, donc vont payer plus cher, leur prime plus cher, y compris, enfin en particulier sous l'angle du bonus-malus. Ils vont partir avec un niveau qui n'est pas de 1. Et ce qu'on essaye d'avoir dans les assurances, alors en particulier sur les projets collectifs qu'on vous présentera, c'est d'éviter d'avoir ce frein-là. Parce qu'on peut avoir à la fois des jeunes conducteurs en termes d'âge, mais aussi des jeunes conducteurs en termes de passage du permis. Moi, j'ai eu des personnes de 50 ans qui venaient d'avoir le permis, qui n'ont pas le même niveau de risque qu'un jeune de 18 ans qui vient d'avoir le permis. Le deuxième point, j'ai mis en deuxième, mais c'est le plus important, c'est la question du malus. Aujourd'hui, ça a été évoqué tout à l'heure par Jérôme quand on est dans le cas des associations. Vous savez que le système assurantiel français est fait de telle manière que aujourd'hui, quand vous avez un accident avec le véhicule de quelqu'un d'autre, y compris si ce quelqu'un d'autre est votre conjoint, c'est la personne qui est inscrite comme conducteur principal sur le contrat d'assurance qui prend un malus. Ce n'est pas le conducteur qui conduit le véhicule à l'instant où a eu lieu l'accident. Donc c'est bien sûr vrai dans le cadre du prêt de véhicule et c'est vrai également dans le cadre de l'autopartage. Et il existe pourtant des solutions dans le système assurantiel que les assureurs appliquent en particulier pour les flottes des entreprises ou des administrations qui s'appelle l'assurance de flotte. Troisième chose, un peu moins importante mais pas négligeable quand même, c'est quand on est emprunteur et qu'on n'a pas de véhicule, on peut conduire pendant des années un véhicule autopartagé et puis un jour avoir besoin d'un véhicule pour soi-même. Et si on ne peut pas bénéficier de cet historique de conducteur, si on n'a pas eu d'accident, on va avoir un bonus. Si on ne peut pas en bénéficier, c'est un frein à l'autopartage et c'est aussi un préjudice pour la personne qui a conduit en tant qu'emprunteur. Autre chose, donc, c'est d'assurer au minimum les voitures et les camionnettes. Donc, ce qu'on appelle camionnettes, c'est les petits utilitaires. Si possible, les voitures sans permis et les camping-cars, mais on est un petit peu à la marge et avec des risques en plus, des coûts importants dans le cas des camping-cars et des risques élevés dans le cadre des voitures sans permis. Si possible, assurer les trajets professionnels.
bien sûr pas les professionnels de la conduite, mais un enseignant qui est sur plusieurs établissements, une personne qui, dans son activité professionnelle, est amenée à faire quelques déplacements dans le mois, il est intéressant de l'assurer. Avoir des garanties, si possible, des garanties des franchises qui soient identiques à celles du propriétaire, éventuellement un peu plus élevées pour les jeunes conducteurs, eu égard au surrisque que j'évoquais précédemment. Et si possible, mais là on est sur un sujet d'actualité et Alexandre en parlera tout à l'heure, si possible avoir une traçabilité simple des emprunts, c'est-à-dire d'éviter le tout numérique, d'éviter d'avoir à enregistrer chaque emprunt, à la fois parce que c'est contraignant et puis parce que tout le monde n'a pas l'outil numérique qui permet de le faire à l'instant disponible à l'instant T. Donc la diapo suivante. Aujourd'hui, les réponses des assureurs. Donc, quand on est sur les contrats d'assurance individuelle, donc les contrats qu'ont les individus pour leur propre véhicule, donc vous, votre entourage, on n'a aujourd'hui aucun contrat d'assurance individuelle qui soit adapté à l'AEP, donc à l'autopartage entre particuliers, et bien sûr qui soit adapté aux prêts de véhicules. Le principal point dur étant celui du malus. Mais il peut y en avoir d'autres, ça dépend des contrats, ça dépend des assureurs. Mais en tout cas, le malus, aujourd'hui, si quelqu'un m'annonce la bonne nouvelle, je serai très heureux de l'apprendre, mais on n'a aucun assureur qui n'impute pas un malus, et le malus donc va tomber sur le conducteur principal inscrit au contrat. Il existe toutefois quelques solutions, mais aucune n'est parfaite. On va vous en présenter deux. La première, donc, c'est une solution mise en place par des collectivités. Si tu veux passer, Clara. Voilà, donc ça a été mis en place sur un projet qui a démarré en 2017 sur 2 territoires, donc la communauté de l'Ouest rhodanien dans le Rhône et le syndicat mixte des transports en commun autour de l'agglomération de Clermont-Ferrand. On a mis en place, je dis on parce que j'y ai participé, on a mis en place un contrat avec Groupama Rhône-Alpes-Auvergne. Et vous avez sur la droite de la diapo les départements qui sont concernés par Groupama Rhône-Alpes-Auvergne. Vous voyez que ce n'est pas tout à fait la région administrative Auvergne-Rhône-Alpes. Et le parc du Pilat a eu en 2019 le même contrat, mais avec un contrat à part. Et le parc de la Chartreuse a rejoint en 2021 ou 22, je ne sais plus, 22 je crois, le contrat de l'accord et du SMTC. On a, dans le cadre de ce contrat, les propriétaires, donc ces collectivités ont mis en place de l'autopartage sur leur territoire, donc ont incité leurs habitants à partager des voitures qui existaient, qui appartenaient à des propriétaires qui les ont partagées avec des personnes et qui les partagent encore aujourd'hui avec des personnes qui habitent sur le territoire. Donc les propriétaires gardent leur assurance. Simplement, l'assurance qui a été souscrite par les collectivités auprès de Groupama, elle se substitue à celle du propriétaire quand le véhicule est conduit par un emprunteur. Donc le propriétaire garde l'assurance pour son propre usage, et quand la voiture est empruntée, Groupama assure l'emprunteur le temps de l'emprunt. Diapo suivante. Et là, donc, on va parler à 2 voix avec Alexandre. Oui, bonjour à tous. Désolé, j'ai un petit problème de caméra, mais si tout le monde m'entend, ça ira bien. Pour reprendre du coup sur cette diapo, comme Bruno a dit, du coup, cette assurance, nous aussi, on la met gratuitement à disposition de nos habitants. Donc, comment ça marche? Tout d'abord, ces habitants, il faut qu'ils se constituent dans un groupe d'autopartage. Pour ça, il existe plusieurs méthodes. Soit, par exemple, c'est des groupes qui sont déjà constitués et qui viennent directement nous voir, ou soit ça peut être des personnes individuelles et nous, on va justement les aider à trouver d'autres personnes intéressées et à former un groupe. C'est un contrat d'assurance qui est destiné plutôt à un usage privé ou du domicile travail. C'était pas le cas avant, mais pour la partie historique, je laisserai peut-être Bruno préciser pour les déplacements professionnels. Voilà, je vais en parler tout de suite. Jusqu'en 2023, donc avec Groupama, on travaillait au cas par cas en fait. Chaque fois qu'un emprunteur pouvait avoir des besoins professionnels du véhicule, je voyais avec mon interlocuteur à Groupama
Je présentais le cas et mon interlocuteur me disait oui ou non, on peut assurer ces déplacements professionnels. Et ça a été systématiquement oui. Mais il fallait on faisait vraiment une demande pour chaque emprunteur concerné. On en a eu 5 de mémoire sur les 27 véhicules partagés sur le temps où j'ai suivi le projet sur ces 3 premières années. Groupama a décidé, il y a eu aucun accident, il n'y a eu aucun problème, et Groupama a décidé, pour des raisons que je qualifierais d'administratives, de ne plus assurer les déplacements professionnels, alors que ça fonctionnait très bien. Donc ça a été un élément de restriction. Ouais. Là, Alexandre. De la même façon, du coup, c'est un contrat annuel. En fait, ça marche c'est la grille qu'on voit sur le côté, où du coup, tous les ans, la collectivité, on s'engage à fournir un justificatif et le décompte des kilomètres total réalisés par nos autopartageurs. Et en fonction du kilométrage total, on paye un certain montant d'assurance. Et jusqu'à maintenant, en fait, ça a fonctionné avec des livrets papier, du coup, que les autopartageurs remplissaient. Et ils nous remettaient leur carnet une fois par an en attestant sur Honor qu'ils avaient bien rempli les informations et que ça correspondait. Et nous, on les transmettait ensuite à Groupama. Et c'est justement un des points d'évolution, c'est que Groupama maintenant demande davantage de traçabilité dans les déplacements et nous ont demandé de trouver des outils. Du coup, on s'oriente plutôt vers des outils numériques qui permettraient en fait un meilleur suivi pour les déplacements. Diapo suivante. Bien sûr, il y a dans ce contrat, il y a pas de restriction liée à l'âge, comme on expliquait juste avant, mais il y avait quand même certaines conditions où les professionnels de l'automobile et les taxis étaient bien sûr exclus. Les emprunteurs responsables de plus de 2 sinistres dans les 12 mois précédant la mise à disposition était aussi exclu. Là, on demandait justement un relevé bonus-malus, ou si la personne avait le permis mais n'avait pas de précédent de possession d'un véhicule et avec le bonus-malus, elle pouvait faire une déclaration sur l'honneur en disant qu'elle n'avait pas eu plus de 2 sinistres dans les 12 derniers mois. Après, il y avait aussi certains types de véhicules qui étaient exclus, avec les véhicules à 2 et 3 roues, les véhicules de plus de 9 places, les camping-cars, les voitures sans permis et les véhicules supérieurs à 3,5 tonnes. Voilà, et ce que j'ai dit en filigrane, on n'a pas de malus dans le cadre de ce contrat, on est sur un contrat type assurance de flotte. Donc, si un emprunteur a un accident responsable avec le véhicule, il n'y a de malus ni pour l'emprunteur ni pour le propriétaire du véhicule. Point particulier aussi, Groupama a un fonctionnement décentralisé. Il y a une douzaine, j'ai plus le nom, non, une dizaine d'entités qui couvrent l'ensemble du territoire français, plus l'outre-mer. Chaque Groupama, en fait, prend ses décisions. Nous, on travaille avec Groupama Rhône-Alpes-Auvergne. Il faut savoir que l'agglomération de Privas, qui est dans le département de l'Ardèche, dépend de Groupama Méditerranée. Et Groupama Méditerranée n'a pas souhaité assurer l'autopartage entre particuliers. Et on n'a aujourd'hui aucun assureur autre que Groupama qui assure des collectivités sur ce type, des collectivités locales, sur ce type de projet d'autopartage entre particuliers. On en aura peut-être d'autres, mais voilà, c'est en cours. Et même eux, il y a déjà des réactions, des questions dans le chat, mais peut-être il y a encore le témoignage d'Oscar, je crois, sur l'assurance. Oui, tout à fait. On y vient. Ouais, voilà, donc, avec plaisir. Tu introduis? Très bien. Oui, j'introduis Oscar et je te passerai la parole sur la diapo suivante. Donc, sur deuxième type d'assurance adaptée à l'autopartage, mais avec des petits écarts par rapport à la situation idéale.
Donc Carthage, c'est une start-up qui a été créée en 2023 et qui est sur le marché en 2022 et qui est sur le marché depuis 2023. Carthage propose une assurance à la journée de l'autopartage entre particuliers. Quand il y a un accident responsable de l'emprunteur de véhicule, donc il y a un remboursement que Coscar précisera juste après, qui correspond à tout ou partie des frais qui restent à la charge du propriétaire, parce qu'il y a différents plafonds. Donc le propriétaire est indemnisé par son propre assureur et Carthage indemnise en complément, avec certains plafonds, ce qui n'est pas pris en charge par l'assurance du propriétaire. Il y a différents plafonds que Coscar précisera et le plafond pour le sujet qui nous intéresse particulièrement, parce que c'est le principal point dur pour le malus, ce plafond est de 500 €. Donc dans un certain nombre de cas, ça peut suffire, dans d'autres cas, ça ne suffit pas. Ça dépend du coefficient du conducteur principal. Et Carthage, on travaille aussi avec les collectivités et je vais passer la parole à Oscar et Clara, tu peux passer à la diapo suivante. Ouais, bonjour à tous. Je ne sais pas si tout le monde m'entend. C'est bon, oui. Ouais, ça m'a l'air d'être bon. Ok, bah du coup, je vais pas tout à fait revenir sur la présentation qu'a fait Bruno, mais voilà, on est une jeune entreprise, on est une petite équipe aujourd'hui dans la boîte. On a vraiment monté ce produit dans le but que les gens puissent facilement se prêter des voitures. En fait, nous, c'est vraiment la vision qu'on avait dès le départ, c'est un peu bête qu'il y ait des freins au fait que les gens puissent se prêter des voitures. Et on a vu qu'un des gros freins, c'était celui de l'assurance. En fait, qu'est-ce qui se passe quand je prête ma voiture? Qu'est-ce qui se passe quand j'emprunte celle d'un voisin, etc. Et on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire parce qu'on a vu qu'aucune assurance vraiment se penchait dessus, comme on a vu juste avant. Les assureurs ont vraiment peu d'affinité avec ces sujets-là. Il y a des vrais trous dans la raquette. Donc nous, on a décidé de lancer ça. On a notamment un associé qui avait lancé le produit d'assurance de Blablacar. Donc on a bénéficié de son expérience, de son expertise. Et donc, on a vraiment une couverture, un service d'assurance à la journée, vraiment construit sur mesure pour le prêt de véhicules entre deux particuliers. C'est vraiment notre cas d'usage, il n'y en a pas d'autre. Et donc, on retrouve dans la couverture les franchises classiques. Peut-être je refais un petit topo. En fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui si je prête ma voiture à un voisin et qu'il a un accident? En fait, dans les faits, la voiture reste assurée, en tout cas au moins en responsabilité civile, peu importe qui est au volant. Mais en fait, le fait que le conducteur ne soit pas désigné au contrat, ça nous met tous les deux un peu en danger financièrement parce que l'assureur, entre guillemets, va nous faire payer que le conducteur ne soit pas déclaré. Donc en fait, en cas de sinistre, il va subsister les franchises classiques sur le dommage, par exemple. Ça, c'est même chose que si j'avais conduit moi-même mon véhicule. Et le fait que c'était un inconnu qui conduise le véhicule, ça va générer des surfranchises. Notamment, ça souvent les assureurs n'hésitent pas à mettre le paquet dessus, donc ça peut vraiment monter à plusieurs milliers d'euros ces surfranchises-là, notamment si on a prêté à un jeune conducteur. L'assureur peut aussi choisir qu'il ne va pas prendre en charge certains dommages, donc nous on peut les prendre en charge. Et évidemment la question du bonus-malus qui est vraiment centrale dans ce prêt de volant, parce qu'aujourd'hui le malus est vraiment relié à la voiture et non pas au conducteur, bien malheureusement, mais c'est la législation qui le veut. Nous, on aimerait faire bouger les choses, mais c'est impossible aujourd'hui. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est que vu qu'on ne peut pas annuler ce malus-là à la source, on va venir le compenser. Donc, on a fait tout un tas de modélisations de combien c'est en fait le malus moyen d'un conducteur français. Et donc, nous, c'est dès que le malus du propriétaire est impacté, on vient libérer un montant forfaitaire de 500 € dans sa poche, dans le but de compenser, voire de surcompenser dans certains cas, l'augmentation du prix de son assurance pour le prochain. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc ça se souscrit à la journée, pour la journée, donc c'est pour 24 heures glissantes. On peut souscrire pour autant de jours qu'on veut, on peut resouscrire. C'est vraiment très très flexible, très très simple. J'ai mis que le chiffre moyen d'une souscription, c'était 2 jours et demi, donc ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure dans le retour d'expérience. En gros, c'est plutôt des week-ends, des choses comme ça. Le cas d'usage, c'est pas mal. Week-end, loisir, c'est 45% en gros du cas d'usage. On peut passer à la slide d'après. Voilà pour notre service. Donc, on est à la fois sur site internet et sur application mobile. Donc là, j'ai remis un peu la tagline. Et concrètement, ce qu'il faut comprendre, c'est contrairement à l'assurance qui a été nouée avec Groupama pour l'autopartage, nous, on vient vraiment compléter
L'assurance auto, on ne vient pas la remplacer. On aimerait pouvoir la remplacer, mais aujourd'hui, c'est des produits qui sont beaucoup plus chers parce que ça vient couvrir la responsabilité civile et c'est ça qui coûte très très cher en tant qu'assureur. Donc nous, on vient la compléter pour avoir une couverture qui est construite sur mesure autour du prêt de véhicule. Voilà comment ça fonctionne. On peut passer à la slide suivante. J'ai mis quelques chiffres. Donc nous, on est lancé, voilà, été 2023, on a été lancé. Ça a commencé à bien marcher plutôt cet été, donc été 2024. Donc là, c'est les chiffres qui sont pas tout à fait actualisés, mais presque. Donc on a voilà, quasi 15 000 utilisateurs aujourd'hui sur tout le territoire, 50% en territoire rural, 50% en territoire urbain. Donc, le prêt de voiture, c'est vraiment quelque chose qu'on voit partout en France. Et ça c'est plutôt cool. Les retours sont bons. On a 50% des souscriptions qui sont à la demande du propriétaire. Donc ça, c'est intéressant. C'est que en fait, cette question du stress généré par les risques, les assurances, c'est vraiment dans la tête à la fois de celui qui prend la voiture et de celui qui la prête. Voilà. Et je ne sais plus si j'avais mis une dernière slide ou bien si j'avais 2-3 mots. J'ai fusionné Okay. Oscar. Très bien. Et ben juste, j'en profite du coup pour simplement pour terminer en disant que donc on fonctionne beaucoup. Nous, le service, on va dire le service principal, c'est vraiment en B2C direct, donc vraiment en direct avec l'individu qui souhaite prêter un véhicule ou l'emprunter. Mais on bosse aussi avec les collectivités qui souhaitent mettre en place de l'autopartage entre particuliers. On bosse notamment avec certaines villes en couronne parisienne, mais aussi avec la commune d'Aglo de Privas, par exemple, justement, qui n'avait pas pu être assurée par Groupama. Et en fait, on fonctionne sur un double volet qui est la collectivité cofinance en fait les journées d'assurance d'autopartage pour les habitants. Et nous, on a aussi, en plus de cette assurance-là, on a un outil numérique du coup dédié à l'autopartage entre particuliers, donc la création de groupes d'autopartageurs, la gestion de groupe qu'on leur propose pour compléter tout ça et gérer les autres freins qui sont la mise en relation, etc. Donc nous, on essaye de tout lever. Et voilà, s'il y a des questions, je ne sais pas, je n'ai pas trop vu passer les questions, mais voilà, je m'arrête. Alors oui, il y a des questions en effet dans le chat, notamment si le véhicule est emprunté 3 fois dans la journée, par exemple, est-ce que chaque emprunteur paye 5 €? Alors pour le moment, oui, on n'a pas de couverture à l'heure. On aimerait, mais pour le moment, c'est vraiment des couvertures sur 24 heures. Donc en fait, à partir du moment où c'est un nouvel emprunt, il faut générer forcément un nouveau contrat. Après nous, un contrat cartage, on peut mettre, en fait, on peut décider de mettre des conducteurs supplémentaires jusqu'à 5 par contrat. Donc après, ça dépend si les conducteurs en fait sont ensemble dans la voiture ou des choses comme ça. Si c'est vraiment des gens qui font des trajets complètement différents, il faudra prendre des contrats séparés. Mais je prends le cas, j'en sais rien moi, d'un couple par exemple qui veut emprunter et les 2 personnes du couple veulent conduire. Ça, c'est un contrat pour les 2, c'est pas un contrat chacun. Et une question de Nicolas qui dit sur le site Cartage, il est indiqué et les sommes liées à des assurances experts. De quoi s'agit-il? Et sommes liées, c'est le verbe être. Pardon. Et sommes liées à des assurances experts. Ah oui, c'est que nous en fait on est oui, et sommes liés, nous sommes liés. Oui, et ben nous en fait notre assureur derrière nous, il s'appelle Sena, SEYNA. Donc ça c'est en gros l'assurance qui est derrière nous. Nous on n'est pas assureur aujourd'hui. Pour être assureur en France, il faut 15 millions de trésorerie. On les a pas encore. On en est même malheureusement encore un peu loin. Donc nous on a créé en fait ce produit-là d'assurance. Donc c'est nous qui l'avons conçu pour le prêt de véhicules. Mais on l'a conçu de concert avec un assureur qui en fait porte le risque. Nous, on gère tout, on gère le sinistre, tout. En fait, vous n'allez voir en tant que client, vous n'allez interagir qu'avec nous. Mais derrière, en cas de sinistre, nous, on va aller chercher l'argent de l'assureur qui prendra lui et sa commission sur l'argent qu'on lui rapporte. Et une question d'Yannick dans le 73, comment se passe le contrat avec le partenariat avec les collectivités qui payent une partie de l'assurance? Et ben ça, c'est totalement flexible et ça dépend de collectivité. Nous, ce qu'on fait dans la plupart des cas, c'est sur le volet assurance avec les collectivités, c'est la collectivité souvent nous préachète en fait un stock de jours d'assurance qui seront ensuite à disposition des habitants et ils ne coûteront plus que 1 € la journée pour l'habitant. Donc en fait, la collectivité abonde 4 € sur les 5 € pour chaque journée qu'ils préachètent. Nous, souvent, ça fonctionne comme ça, avec une convention de partenariat et ensuite potentiellement un code qu'on met à disposition des habitants pour qu'ils puissent bénéficier de ce stock de jours préachetés.
Merci Oscar. Il y avait d'autres remarques plus générales sur l'assurance et sur la présentation que tu as faite Bruno. Une remarque de Nicolas qui dit l'assurance du propriétaire peut entendre la distinction entre les kilomètres autopartagés et les kilomètres du propriétaire. Notamment, on peut faire référence au bonus des petits rouleurs qui est conditionné au nombre de kilomètres qui sont effectués. Est-ce qu'il y a déjà eu le cas de pouvoir distinguer ces kilomètres roulés par le propriétaire et les kilomètres partagés? Et il y avait une autre remarque de Haussan, alors peut-être qu'il pourrait être précisé, peut-être si la personne veut bien prendre la parole. Refus de l'assureur d'assurer l'autopartage avec une association pour des usages professionnels. Alors pour répondre à la question du petit rouleur, le critère pour les assureurs pour être défini petit rouleur, c'est un kilométrage total annuel. Donc peu importe qui est au volant, l'assurance étant attachée au véhicule, c'est que le véhicule fasse moins de X kilomètres. Par exemple, moi je suis assuré petit rouleur, je suis chez MMA. Pour MMA, c'est 10 000 km par an. Si vous faites moins de 10 000 km, vous pouvez être... Alors, il faut avoir souscrit le contrat petit rouleur. Vous êtes assuré petit rouleur. Si vous dépassez, vous sortez du cadre petit rouleur et vous tombez dans le cadre du contrat général de MMA. Il y avait Jacques. Pardon, vas-y Bruno, si tu veux terminer. Je passerai la parole à Jacques. Redis-moi la deuxième question, je l'ai perdue en La répondant à la question, première. c'était refus de l'assureur d'assurer l'autopartage avec une association dans le cadre d'usage professionnel. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend, c'est vous peut-être qui avez remarqué. Oui, eh bien, vous voulez partager une voiture avec une association pour qu'elle l'utilise dans le cadre de ses activités pour les salariés. Eh bien, l'assureur a dit non, c'est pas possible. Usage professionnel, impossible. Alors, on n'est pas dans l'autopartage entre particuliers, là. Comment? On n'est pas dans l'autopartage entre particuliers. Oui, mais pourquoi négliger les associations, les petites associations qui ont des besoins aussi ponctuels? Non, mais ça ne veut pas dire le négliger, ça veut dire que c'est un autre sujet. La question de l'assurance, pour vous dire, il y a un groupe de travail national sur l'autopartage. Toutes les formes d'autopartage rencontrent des difficultés sur l'assurance. C'est un sujet qui est travaillé au niveau national. On est sur un domaine où il n'y a pas... Le code des assurances permet aux assureurs, et c'est comme ça que Groupama a pu le faire, le code des assurances permet aux assureurs de proposer ce que fait Groupama sur la région Rhône-Alpes-Auvergne. Après, c'est l'initiative individuelle des assureurs. Quand on fait des consultations, quand les collectivités font des consultations pour l'assurance, moi, quand j'avais fait la consultation initiale pour l'accord de la SMTC, on avait consulté 5 assureurs, il y en avait 2 qui avaient fait une offre. Et les 2 offres étaient très bonnes. En qualité, l'écart était simplement sur le prix. Quand les 4 collectivités qui figuraient sur ma diapo tout à l'heure, donc les 2 parcs régionaux, l'accord et le SMTC, ont voulu remettre à plat le contrat parce que Groupama a serré un peu la vis, il n'y a que Groupama qui a répondu. Donc on est sur un marché concurrentiel. Nous, on explique systématiquement aux assureurs que l'autopartage entre particuliers présente un risque moindre parce que les gens font plus attention que si c'était leur propre voiture. Les assureurs l'entendent, simplement les circuits décisionnels au sein des compagnies d'assurance font que ce ne sont pas nos interlocuteurs directs qui décident, qui sont des gens en charge du développement durable par exemple, mais que c'est la direction générale, ce sont les informaticiens, ce sont ceux qui calculent le risque. Et voilà, on ne peut pas imposer un prestataire qui soit un prestataire de service comme un assureur, il peut dire oui ou il peut dire non, avec des bons ou des mauvais arguments. À mon avis, les arguments sont mauvais, mais la réalité est celle-ci. Il y a beaucoup de questions sur l'assurance, donc il y a Jacques qui a levé la main, et il y a également la trame. Jacques, je vous laisse la parole. Oui, on revient à Carthage. Lors d'un contact il y a quelques mois, c'était réservé à des groupes d'autopartage expérimentaux qui étaient montés avec Carthage. Est-ce que je comprends que maintenant c'est ouvert à tous? Je ne sais pas si c'est à moi de répondre, mais en tout cas, Carthage, ou peut-être qu'il y a eu un petit quiproquo, mais Carthage a toujours été ouvert à tout le monde. Il y a peut-être eu un quiproquo, mais ouais, on est vraiment ouvert pour tous et disponible pour échanger sur les cas de figure particuliers de certains groupes sans problème.
Ok, merci. Il y a la trame qui voulait prendre la parole. Oui, et nous, pour faire une retour d'expérience, donc nous, on voulait lancer cet été, on a l'argent pour acheter un véhicule. On voulait lancer cet été, du coup, à acheter un véhicule et le mettre en place dans le cadre de l'autopartage entre particuliers, ce qui a été présenté en début de webinaire. Donc, j'avais appelé 1 an avant notre assurance, et puis comme je faisais le tour des assurances pour le transport social, j'en ai profité pour leur poser la question. Donc, pas mal d'assurances qui m'avaient dit vous inquiétez pas, l'assurance, ça ne sera pas freinant. Rappelez-nous quand vous avez la carte grise du véhicule. Et du coup, cet été, j'ai rappelé notre assurance qui nous a dit non, on ne fait pas. Et du coup, j'ai refait le tour de toutes les je pense quasiment toutes les grosses assurances de France. Et j'ai eu des retours tous négatifs, c'est-à-dire que j'ai trouvé 0 assurance pour assurer, heureusement on l'avait pas acheté, pour assurer notre véhicule en autopartage. Du coup, on est bien dans le cadre personne morale qui possède le véhicule, mais autopartage entre particuliers. Voilà, donc je ne sais pas si autour de la table, il y a des assos qui auraient trouvé des contrats. Je suis preneur du nom de l'assurance ou des solutions pour qu'on puisse lancer la chose, parce que là, du coup, le projet a plus de 6 mois de retard parce que pour l'instant, on est totalement bloqué. Alors oui, il y avait notamment une remarque de David là-dessus sur Coloc Auto qui avait réussi à proposer une assurance avec la Massif. Je ne sais pas si Clara, tu veux nous en dire 2 mots. Et je vous partage les autres remarques. Laurent qui dit il n'existe pas d'offre d'assurance Pay as you drive avec un boîtier qui permettrait de faire le carnet de bord, voire l'ouverture de porte. Donc non, l'assurance ne joue pas le rôle d'un opérateur d'autopartage. On n'en est pas là aujourd'hui. Nicolas qui dit avec Groupama, l'assurance du propriétaire ne couvre pas l'autopartage, ce n'est pas cohérent de leur part. Mais c'est ce que redisait Bruno, pour les assureurs ont beaucoup de mal à connaître l'autopartage. Et à souhaiter l'assurer. Yannick qui dit j'ai l'impression que l'assurance Groupama assure plus les cas incendie, attentat et aussi pour les dommages corporels du conducteur. Voilà. Clara, je te passe la parole et après il y a Sylvie. Alors je ne sais pas si Sylvie, ton micro marche à nouveau, mais si tu veux nous partager sinon dans le chat. Oui, alors je vais prendre la parole rapidement pour reparler effectivement de l'assurance massive qu'on n'a pas remis en avant aujourd'hui dans la présentation, mais effectivement un petit retour d'expérience sur ça. Donc dans le cadre du projet Coloc Auto, nous on avait également comme objectif de pouvoir proposer une assurance au groupe de citoyens qu'on accompagne vers de l'autopartage entre particuliers. Et donc ça a commencé il y a plus de 2 ans maintenant. On avait aussi fait le tour des assureurs à l'époque pour trouver un contrat d'assurance qui pourrait être adapté à la pratique. On cherchait initialement une assurance de type Groupama qui nous semblait être une formule idéale avec cette assurance qui vient en substitution au contrat des propriétaires. On n'avait pas eu de proposition dans ce sens. Et en fait, on n'avait eu finalement qu'une proposition qui nous avait été faite de la Massif, qui est donc une proposition que nous, on transmet au groupe qu'on accompagne encore aujourd'hui, qui est intéressante parce qu'elle permet de sortir de la logique de bonus, malus individualisé sur le titulaire du contrat, puisqu'il s'agit d'un contrat qui serait similaire à un contrat de flotte, en fait, à la différence que la flotte est constituée des particuliers qui s'engagent dans l'expérimentation d'autopartage avec Coloc Auto et que le contrat est finalement pris en charge par Mobicop. Mais ce contrat-là, dans toute la phase d'expérimentation qu'on a menée en 2023 et en 2024, il n'a pas été plébiscité par les participants et les participantes, notamment en raison du prix, parce que le coût de l'assurance, donc c'est un produit d'assurance qui assure le véhicule partagé à l'année 365 jours par an pour toutes les personnes en fait qui sont membres du groupe d'autopartage, et il y a peu de flexibilité en fait sur la couverture, donc pour la plupart des groupes ça semblait trop onéreux, donc ils se sont pas lancés avec ce contrat-là. Mais néanmoins c'est en fait une autre formule qui est différente de toutes celles qu'on a présentées, qui est vraiment le véhicule pour du partage sur du long terme, mais qui peut quand même se révéler intéressante en termes de partage des frais si on partage le coût de cette assurance. Donc nous, on pense qu'il y a toujours quelque chose à creuser, mais on essaye de retravailler cette formule-là et de pouvoir proposer quelque chose de peut-être un petit peu plus adapté avec la Massif, mais on en est là aujourd'hui. Du coup, une remarque de Michael Chepy de Versailles qui dit qu'un groupe d'autopartage à Guyancourt, Montigny, dans le 78, a monté une asso qui possède 2 véhicules partagés et fait appel à la Maïf depuis au moins 3-4 ans.
Alors, Voilà, en question effet, la question Massif, Mike qui témoignait tout à l'heure, a aussi, à travers l'association qui gère l'habitat partagé, pu souscrire une assurance auprès de la Massif pour assurer la voiture voilà, conduite par différents conducteurs adhérents de l'association. Je vois qu'en fait, il est 15h et qu'on a une demi-heure de retard. Du coup, Oui. juste vous signaler que si vous êtes disponible et pour qu'on aille au bout de ce webinaire, je crois qu'on va déborder jusqu'à 15h30. Pour ceux qui doivent partir, eh bien, il y aura le replay qui sera possible de voir. Et je vous propose, il y a beaucoup de questions sur l'assurance, mais peut-être que, voilà, est-ce que Bruno, il y en a une que tu retiens, toi, qui mérite une attention Plutôt que de retenir une question, j'invite les gens, je pense à la personne là qui a intitulé Blaise dans son nom sur le webinaire, et puis à Guyancourt, je les invite à me transmettre leurs documents pour être assuré. Ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de malus. Moi, je veux bien, on me dit je suis assuré pour l'autopartage, ça dépend de ce qu'il y a derrière. Ça dépend des restrictions sur les conducteurs, des restrictions sur les véhicules, des conditions d'indemnisation, et puis de ce qui se passe pour le malus. Malheureusement, il y a très souvent du malus. Voilà, donc vous avez les coordonnées de nous quatre, les co-organisateurs, donc en particulier les miennes, dans les invitations et dans les documents qui précèdent et qui suivent le webinaire. Je vous invite à me faire passer vos infos parce que moi, ça fait 12 ans que je travaille sur ce sujet. Ça fait 12 ans qu'on m'annonce qu'il y a des assureurs qui assurent dans les assurances individuelles et j'attends toujours, en fait. Donc, et Jérôme propose même, en fait, l'heure. Jérôme a ouvert un canal sur le Discord pour l'assurance parce qu'en effet, on y pensait et on voit que c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de réactions, beaucoup de questions, beaucoup de témoignages à partager, beaucoup de précisions aussi à apporter parce que les choses sont spécifiques. En effet, quand les structures sont assurées, ça n'exclut pas qu'il y ait des franchises, ça n'exclut pas qu'il y ait des malus. Et ça, c'est à mon avis la base d'un contrat d'assurance véhicule. Hein. Il y a une franchise, il y a un malus. Et ça, on n'y coupera pas, vraiment, sauf à prendre en effet des surassurances. Donc, je vous invite voilà, à continuer la discussion sur ce sujet de l'assurance dans le Discord pour essayer à la fois continuer à partager les retours d'expérience et à poser des questions pour que chacun puisse contribuer et apporter ses éléments de réponse ou sa compréhension là-dessus. Est-ce que je vous propose de passer au point suivant? Après l'assurance, il s'agissait de parler de l'animation et de la gestion du groupe. Donc ça, je crois que c'est Clara qui prend la suite. Oui, tout à fait. Merci Marilyn. C'est vrai que, effectivement, comme on a pris pas mal de retard, je vais essayer d'aller assez vite sur cette partie-là. Bon, pour me représenter, pour ceux qui ne m'auraient pas croisée encore, moi c'est Clara Beaumont, je suis chargée de projet chez Mobicop et donc je travaille sur la question de l'autopartage entre particuliers dans le cadre du projet Coloc Auto. Voilà, on voulait aborder aussi aujourd'hui dans le cadre justement de ces étapes pour lancer son groupe d'autopartage, ce qu'il en est de l'animation en fait et de la gestion du quotidien un peu d'un groupe d'autopartage. Bon, c'est ce que je vais présenter là, c'est vraiment pas des recommandations qui ont une portée générale. Enfin, voilà, on sait que de toute manière, il y a autant de modalités d'organisation que de groupes qui font de l'autopartage entre particuliers, mais c'est plutôt des pistes pour conduire les premières discussions, pour se lancer et puis pour s'organiser au quotidien par la suite. Les points clés qu'on voulait partager aujourd'hui, c'est peut-être déjà sur le lancement d'un groupe. Bon, autour de la table aujourd'hui, vous êtes nombreux à déjà expérimenter l'autopartage, mais qu'est-ce qu'il en est quand on souhaite se lancer, quand on veut en parler avec des voisins, des proches? Il y a des pistes qui existent. Il y a notamment un outil qui a été développé par l'association Teamobs. Voilà, donc Jérôme aussi pourra partager le lien qui s'appelle le kit d'autopartage entre particuliers, qui propose des formats d'animation en fait de réunions pour démarrer et se lancer sur la thématique de l'autopartage au sein d'un groupe. Et l'idée, c'est vraiment de conduire un peu une première rencontre, discussion qui peut être simplement sur l'idée de est-ce qu'on peut partager ensemble déjà, est-ce qu'on en a envie, aborder la discussion de manière non engageante en fait, plutôt en se disant qu'on explore dans un premier temps cette possibilité pour pas créer des craintes ou des complexités dès la première rencontre. Et donc l'idée pour lancer un groupe, c'est surtout de comprendre les priorités et les attentes de chacun, de savoir justement quelles sont nos motivations qui nous poussent à se lancer dans de l'autopartage, les habitudes de déplacement de chacun, parce que ça va forcément jouer un rôle important aussi sur
la compatibilité un peu des attentes et des emplois du temps, ce qui est quand même plutôt essentiel quand on veut organiser du partage sur du long terme en fait au sein d'un groupe. Se mettre aussi d'accord sur les horaires d'utilisation. Est-ce que c'est pour des déplacements du quotidien, auquel cas effectivement les véhicules qui vont être mis en partage vont être beaucoup sollicités. Est-ce que c'est sur du ponctuel, du week-end, comme on a pu voir avec les témoignages que voilà, ça revenait assez souvent aussi d'avoir des déplacements plutôt ponctuels sur du loisir ou des vacances également. Donc voilà, se mettre d'accord autour de la table au sein d'un groupe sur les attentes qu'on a autour de l'autopartage avant de se lancer, ça semble assez essentiel. Pour réunir des personnes intéressées, au-delà d'en parler effectivement à ses proches, à ses amis, ce qu'on a tous tendance à faire dans un premier temps, faut pas hésiter aussi, quand c'est possible, à relayer son besoin et son projet à sa collectivité. Voilà, en parler. Il y a encore très peu de territoires qui développent vraiment des services d'autopartage entre particuliers ou qui peuvent offrir une réponse, mais néanmoins c'est quand même intéressant de partager son besoin, et on peut aussi s'appuyer sur des réseaux locaux, des associations quand c'est le cas, quand il y a des associations qui travaillent sur ce sujet-là, ou même sur des réseaux un peu d'entraide ou de mobilisation citoyenne sur d'autres sujets. Je pense aux monnaies locales, à ce genre d'activités qui parfois se posent la question en fait, et appuient aussi des dynamiques de partage à plus large échelle, et donc aussi de partage de voitures. Donc il y a plusieurs ressources parfois qui peuvent exister autour de soi pour se lancer. Sur les modalités de réservation et d'utilisation, franchement, je vais pas forcément trop y revenir parce que j'ai l'impression que Bruno l'a déjà pas mal couvert quand même dans la première partie. Simplement pour dire qu'effectivement, il y a des points clés à anticiper dans la durée du fonctionnement du groupe, notamment sur la manière dont on va organiser les réservations. Et c'est là qu'en fait, il peut être vraiment utile d'avoir effectivement soit établi une charte, soit choisi un outil, et notamment numérique, qui va pouvoir permettre de faciliter les réservations entre les membres du groupe. Mais quoi qu'il arrive, il faut s'accorder sur la marge de manœuvre qu'on se laisse. Est-ce qu'on choisit de faire des réservations maximum à l'avance? Est-ce qu'on établit une limite à partir de laquelle on ne peut plus réserver le véhicule qui est en partage pour pas créer de confusion ou d'empreintes dernière minute? Ça, c'est des choses qui sont à anticiper, qu'on peut gérer soit en s'en parlant, soit en utilisant une messagerie de groupe, soit en utilisant des gestionnaires de type agenda ou des outils numériques, typiquement comme celui qu'on développe avec Mobicop, Coloc Auto, qui permet de gérer des réservations sur plusieurs véhicules en même temps et de voir les disponibilités d'un véhicule sur une interface dédiée. Mais en tout cas, il faut que tous les participants et les participantes soient à l'aise aussi avec la modalité de réservation choisie. Et il faut effectivement penser que tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec les outils numériques, donc ça à prendre en compte. Il y a un autre élément qui peut être important aussi, c'est de penser un peu aux aléas et puis à des cas qui peuvent se produire, même s'ils sont rares, de besoin du véhicule en même temps par 2 autopartageurs. Et dans ce cas-là, quelles règles de priorité on va fixer? C'est toujours plus intéressant de se poser la question avant que la situation arrive pour avoir une forme de réponse. Et bon, après, c'est en fait chaque groupe qui peut s'organiser, hein. Il faut vraiment pouvoir établir ces règles-là en amont. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on donne la priorité au propriétaire du véhicule? C'est une solution. On peut aussi donner la priorité au cas par cas aux personnes qui ont les besoins les plus impérieux sur le moment ou qui n'ont pas d'autres solutions de déplacement. Ou encore donner la priorité à celui qui a le moins utilisé le véhicule. Enfin voilà, tout ça, c'est des pistes un peu d'organisation pour aider les groupes à gérer ces situations-là. Et voilà. Et parmi les autres éléments à prendre en compte, effectivement, donc je le disais, hein, il y a plusieurs outils numériques qui existent pour organiser du partage au sein d'un groupe. Mais quoi qu'il arrive, la communication, elle se fait surtout aussi en réel, quoi. C'est un des points quand même super importants de l'autopartage entre particuliers, c'est que ça repose sur la confiance, sur l'interconnaissance entre les participants et les participantes, que ce soit parce que les gens se connaissent ou parce que il y a eu une dynamique, une animation propre qui leur a permis de se rencontrer, de se faire confiance. Et du coup, faut privilégier effectivement les communications dans la vraie vie, mais aussi, pourquoi pas avoir une messagerie de groupe qui permette d'échanger sur des
infos un peu annexes, par exemple où est situé le véhicule, s'il a changé d'emplacement, etc. Et c'est toujours précieux de pouvoir avoir ce type d'outils pour se passer des messages un petit peu rapidement voilà, entre les différents emprunts et réservations de chacun, chacune. Et là, pareil, il faut veiller à prendre en compte un peu les préférences de chacun. Est-ce que ce type d'outil est accessible pour tout le monde? Est-ce que les personnes préfèrent fonctionner par SMS? Donc voilà, tout ça, ce sont des points à prendre en compte. Peut-être que Bruno, je te redonne la parole, mais très rapidement sur les aléas qui peuvent se produire dans la vie d'un groupe. Et donc, tu avais 2 exemples à nous partager. Voilà, deux exemples concrets qui illustrent l'importance de la communication orale. Je vais commencer par le deuxième, qui est peut-être le plus simple. C'est un couple, donc c'était dans le cadre du projet Corps SNTC, donc sur le territoire de la Corps. J'assurais l'accompagnement et je faisais des points réguliers avec les propriétaires et les emprunteurs. Et un jour, une propriétaire me dit, je vais arrêter de partager mon véhicule parce que voilà, ça coince, je peux plus. Et en discutant avec elle, elle me dit, en fait, le couple qui m'emprunte le véhicule se met à me l'emprunter un peu plus souvent et en réservant un peu plus tard. Ce que j'ai fait, moi, quand j'ai fait le point avec les emprunteurs derrière, je leur ai soumis le truc. Ah, mais il n'y a aucun problème, en fait. On va l'emprunter moins et on va continuer de réserver avec un minimum d'une semaine d'avance. Et la question a été résolue comme ça. Simplement, les gens ne s'étaient pas parlé et ça a failli bloquer parce que les gens ne s'étaient pas parlé. Et alors, moi, j'ai joué ce rôle d'intermédiaire parce que c'était un projet accompagné par une collectivité. Mais ça peut se faire dans les communications directes. Il n'y a pas besoin d'une collectivité pour ça. L'autre exemple, donc c'est un emprunteur qui, en stationnant la voiture, avait un peu rayé la jante de la voiture. La propriétaire, si ça lui était arrivé à elle, n'aurait rien fait. Bon, sa voiture était très bien entretenue, mais elle n'accordait pas d'importance. Elle n'aurait pas changé la jante simplement parce qu'elle était rayée. Elle s'était renseignée, c'était à peu près 100 € pour la changer. L'emprunteur a tenu à lui donner quelque chose, non pas à changer la jante, mais à lui donner 15 €, ce qui a permis à tout le monde de se sentir à l'aise. La propriétaire n'en avait pas besoin, mais l'emprunteur, lui, ça lui a permis de ne pas se sentir débiteur par rapport à la propriétaire. Et voilà, la jante n'a pas été changée et le groupe a continué de bien fonctionner derrière. Merci. Et je vais en terminer avec cette dernière slide. En fait, je voulais partager aussi ça. Alors, pour le coup, c'est plus quelque chose qui est basé un peu sur des retours d'expérience, des observations qu'on a pu faire, en tout cas que moi je fais en animant des groupes et des collectifs d'autopartage via Coloc Auto, mais ça peut être aussi intéressant dans la durée en fait de l'organisation de l'autopartage, de pourquoi pas déterminer des rôles en fait au sein du groupe. Parce que effectivement, quand le groupe dépasse un nombre de participants ou quand ce sont souvent les mêmes individus qui sont actifs, c'est important d'éviter la surcharge ou en tout cas que toutes les responsabilités incombent, par exemple au propriétaire qui met sa voiture en partage, etc. Donc créer des rôles, ça peut être un outil assez simple en fait pour partager les responsabilités de manière plus claire. On donne ici quelques exemples. Encore une fois, c'est pas forcément parfaitement exhaustif, mais ça peut vous donner aussi des idées. Pourquoi pas nommer un référent qui va plutôt être en charge justement de surveiller l'état du véhicule, de s'assurer que les problèmes techniques et mécaniques sont résolus. C'est pas obligatoirement le propriétaire du véhicule qui doit forcément supporter cette organisation-là. Et au contraire, ça peut être parfois une dynamique intéressante aussi que des autopartageurs et des emprunteurs s'impliquent là-dedans. Et selon les outils et les modes d'organisation qui ont été choisis par le groupe, on peut aussi très bien permettre à d'autres personnes qui rencontrent régulièrement le véhicule de participer, d'être acteurs de cet entretien-là. Pourquoi pas aussi déterminer quelqu'un qui va plutôt faire le suivi des dépenses ou qui va en tout cas regarder si les montants qui ont été collectés via les systèmes d'autopartage et la tarification que vous avez choisie, elle est cohérente avec les dépenses du véhicule. Typiquement, là, on a vu un petit échange en début de webinaire sur l'historique d'un véhicule, avant la mise en autopartage, les dépenses qui ont pu être faites en entretien. C'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir le temps, de se poser régulièrement, d'analyser un peu les usages que peut avoir le groupe pour voir si les montants collectés ils sont en cohérence avec les dépenses réelles liées au véhicule. Voilà, bon, je détaille pas tous les rôles vu qu'on est un peu en retard, mais je mettais aussi quelque chose qui peut sembler un peu
futile, mais qui est en fait assez important, d'avoir quelqu'un qui est un peu animateur, animatrice, qui organise des rencontres régulières pour renforcer les liens au sein du groupe, pour faire des points régulièrement sur la pratique, ce qui marche pas, les inconforts qu'on peut rencontrer. C'est aussi ce genre de choses qui peuvent sécuriser l'autopartage dans le temps long, parce que ça permet justement de faire le point, de se réinterroger, d'exprimer aussi les petites frustrations qu'il peut y avoir, et c'est aussi tout ça qui rend le groupe plus résilient. Donc voilà, on essaiera de documenter de toute façon toutes ces idées qui sont vraiment plus sur le volet animation dans notre centre de ressources. Ça fera partie des choses qui seront mises en partage aussi. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour cette présentation et puis vous laisser la parole, les questions si vous en avez. Est-ce qu'il y a des questions sur l'animation, la gestion des groupes? Comment se passe la gestion de nos groupes et leur animation? Quelqu'un a envie de témoigner aussi là-dessus? Est-ce que vous avez déterminé des rôles? Et sinon, je crois que tu avais un témoignage pour faire suite à cette présentation, témoignage d'un groupe. Oui, tout à fait. Je vais donner la parole à Christine pour qu'elle nous partage son témoignage avec l'association Cré Autopartage. Bonjour à tous, je pense que ça fonctionne. Donc je ne vais pas redire, l'association a déjà quand même 10 ans, donc c'est quand même une asso qui roule et qui dure dans le temps, on va dire comme ça. Alors il y a plein de choses qui ont déjà été dites, donc je ne vais pas tout redire. Par contre, ce qui est très important, je pense que c'est le mot confiance, parce qu'on a bien entendu tous que le problème de l'assurance, il est récurrent pour tout le monde, hein. Bernard Cordier l'a bien dit depuis 12 ans. Donc, la confiance en premier lieu, on va dire. Le détachement, enfin l'image du véhicule, parce que c'est très important de lâcher pour les prêteurs, de lâcher la voiture. Et c'est quand même aussi quelque chose d'important. Ensuite, ce qui a été mis en place, nous, dans notre asso, c'est quand même un cadre rassurant, aussi bien pour les prêteurs que pour les emprunteurs, parce qu'on parle beaucoup des prêteurs, mais quand on emprunte, on peut être très stressé aussi. Donc, ce cadre, il se traduit par des statuts, un règlement intérieur, un dépôt de garantie de 500 € pour un peu, on va dire, donner du sérieux à l'emprunt quand même. Voilà, bon, on a de la chance, depuis 10 ans, il n'y a jamais eu, ce dépôt de garantie n'a jamais été touché pour, c'est un chèque qui est déposé, qu'on ne met pas à la banque, hein. Voilà. Donc pour moi, ça, c'est très important. Et puis le carnet de bord, vous en avez déjà parlé, c'est aussi très important. C'est le lien entre le prêteur et l'emprunteur, on va dire comme ça. Alors nous, c'est beaucoup de choses quand même qui se font, enfin, après tout ce cadre qui est écrit et qui n'est pas remis en cause. Bon, après, il y a les dispositions orales, c'est la remise des clés, comment on paye. Bon, ça se fait de prêteur à emprunteur, sachant qu'un prêteur peut prêter à. Moi, mon véhicule que je prête, je l'ai prêté cette année, j'ai fait un bilan à 20 personnes différentes. Voilà. Il faut savoir que l'asso a 6 voitures prêtées et 40 utilisateurs. Voilà. Ensuite, nous, ce qu'on prône dans le mot confiance, c'est aussi de faire des petites rencontres. Ça a été dit aussi, 2, 3 apéros qu'on fait d'ailleurs dans les locaux de Dromolib, donc on en profite. Et bon, et ça crée des liens parce que s'il y a un souci, quand les gens se connaissent et se sont parlé, forcément, ça sera toujours plus facile à régler quand il y a un problème, quel que soit s'il est important ou non, quoi. Donc voilà, moi je dirais quand même que quelque chose qui est important, je pense que c'est que, bon, cette asso est petite pour notre commune, mais je pense que ça a donné beaucoup d'idées à d'autres personnes comme, dans la ville. Enfin, moi personnellement, j'en entends parler, beaucoup de personnes qui se disent: «On fait un petit groupe entre voisins, entre amis, entre». Bon, alors, ce cadre, qui est formalisé pour créer Autopartage, mais je pense que ça a donné aussi l'idée à des gens, de se regrouper pour éviter d'avoir des voitures qui bougent pas de la semaine. Voilà. Donc, je dirais que c'est surtout ça que je voudrais partager. Après, je pourrais en dire très longtemps, mais je vois que l'horaire passe, donc je ne serai pas plus bavarde.
Oui, juste pour compléter, Christine, merci pour ton témoignage. Je crois que ça a aussi donné l'envie à d'autres groupes de se constituer, de se formaliser. Hein. C'est le cas à Saillant, en tout cas, il y a Sylvie qui est présente. C'est le cas aussi à Di, en tout cas, qui se sont aussi beaucoup inspirés de vos statuts, de votre organisation, de votre fonctionnement, pour se dire, en fait, c'est possible et pourquoi est-ce que nous, on ne ferait pas non plus dans notre commune, de commencer par quelques personnes et puis le groupe s'élargit progressivement. Tout à fait. Il y avait des questions, des remarques sur le témoignage de Christine, sur le fonctionnement de Créautopartage. C'est Teresa qui redit tout à l'heure. Par rapport à la trame, l'association ne possède pas de véhicule. Ce sont que des propriétaires, on va dire. Pour l'instant, il y a 10 ans, c'est vrai que c'était déjà quand même un peu visionnaire et ça a démarré comme ça. Bon, on en est toujours là. Et Jacques qui dit même jusqu'à Bourg-en-Bresse, ils se sont inspirés de ce qu'avait fait Créautopartage. Voilà, vous vous retrouvez aujourd'hui. Mais ce n'est pas moi la personne qui a lancé cet assaut, c'est 3 personnes, mais c'est vrai qu'on peut les remercier encore parce qu'ils ont quand même donné beaucoup d'élan à cette belle initiative. Et Teresa qui témoignait en effet par rapport à tout à l'heure la question des rôles et des référents, qui disait que dans l'exemple du Sud-Ardèche, il y a 3 types de référents qui ont été définis avec des mandats de 3 mois, avec un tuilage compliqué. Donc finalement, le groupe est passé à un seul référent avec un mandat d'1 an. Voilà, du coup aussi l'importance en effet de tester des fonctionnements et de peut-être donner des missions qui s'inscrivent dans le temps, dans la durée. Avez-vous des suggestions d'outils numériques pour le suivi des prêts par Coloc Auto, par exemple? Alors, en effet, Coloc Auto est un outil qui permet de suivre les prêts. Je ne sais pas ce que vous entendez, Mickaël, par suggestion d'outils numériques pour le suivi des prêts. Il peut y avoir aussi des outils type Google Agenda, avec... Vas-y, Clara, peut-être. Oui, voilà, effectivement. Oui, j'allais faire une réponse qui va dans ton sens. Voilà, Coloc Auto, effectivement, est un outil qui permet de visualiser en gros les disponibilités du véhicule sur un agenda. Je pense le truc le plus facilitant, c'est le partage des coûts qui se fait automatiquement selon la tarification choisie entre les participants. Donc, c'est vraiment un outil qui est spécialisé pour ce cas d'usage de l'autopartage entre particuliers, mais on peut aussi utiliser d'autres outils comme des agendas partagés. Il y a beaucoup de groupes qui fonctionnent comme ça avec Google pour ne pas les citer, ou des tableurs Excel. Enfin, il existe plein de façons de s'organiser après selon les préférences de chacune. Et David demande quel est le coût de cet outil pour une association. Sur le coût d'utilisation pour Coloc Auto, après, je peux pas vraiment parler de manière unilatérale puisque les coûts sont différents selon qu'il y ait des besoins de formation des bénévoles des équipes. Mais en tout cas, oui, il y a une petite participation annuelle qui est demandée pour les associations qui souhaitent utiliser l'outil. Et en revanche, pour des citoyens qui veulent se servir de l'outil, c'est un logiciel libre qui est disponible à tout le monde. Mais ça, je pourrais du coup revenir vers toi, David, et vers les personnes qui ont des questions plus spécifiquement sur ce sujet-là. Est-ce qu'on arrive à la partie de la conclusion, il me semble? Bien, Clara, que tu avances peut-être sur les diapos pour voir où est-ce qu'on en est. On avait l'ouverture sur le commun qu'on n'a pas détaillé. Et en effet, on est sur la conclusion. Du coup, vous rappelez qu'en effet, il y a toujours ce forum de discussion qui est vraiment l'outil qui nous permet de garder le lien et de continuer à partager des expériences tout au long de chaque jour, en fait. Donc, c'est sur Discord. Il y a déjà 78 personnes qui ont rejoint les différents canaux. On va ouvrir des nouveaux canaux, donc un sur l'assurance, comme on vient de l'évoquer, puisque le sujet, en effet, est assez important. On va aussi ouvrir prochainement un canal sur le YesWiki. Donc, c'est en fait l'espace de ressources sur lequel on souhaite rassembler les différentes ressources qui existent. Il faut qu'on mette en place cet espace. On lance d'ailleurs un appel s'il y a des personnes qui ont déjà développé des compétences sur le sujet du YesWiki
n'hésitez pas à nous faire signe, puisqu'on est là en recherche pour nous aider à animer cet espace et déjà à le mettre en place. Donc on espère, ça va être notre travail du premier trimestre de l'année. Je vais vous en reparler tout à l'heure. Et puis, on aura aussi un nouveau canal sur la journée de l'autopartage entre particuliers qui aura lieu à la fin de l'année 2025, en décembre à Rennes. Je vous en reparle tout à l'heure aussi. Voilà, en tout cas, des nouveaux sujets aussi où vous pourriez vous investir. Et sur la diapo suivante, nos prochains rendez-vous. Donc, on vous donne rendez-vous le 1er avril de 13h30 à 15h30. Là, plutôt, c'est pas un format webinaire, mais plutôt un format de réunion de travail et d'atelier sur cette question comment contribuer au collectif de l'autopartage entre particuliers. Donc aujourd'hui, comme vous le voyez, on est 4 structures qui avons initié et impulsé ce réseau, et parce qu'on sentait qu'il se passe des choses, qu'il y a une dynamique à travers toute la France et qu'on a besoin à un moment justement d'en parler, d'échanger, de faire exister le sujet. Donc se pose la question de la suite, comment ce collectif peut évoluer suite à ces premières aides de l'ADEME qui ont permis de lancer ce collectif. Donc on vous invite à retenir cette date, le 1er avril de 13h30 à 15h30, on vous renverra des infos. Ensuite, avril-mai, on espère pouvoir vous présenter le YesWiki, donc c'est ce futur espace de ressources sur l'autopartage entre particuliers. On n'a pas encore de date fixe aujourd'hui, puisqu'il y a encore tout un travail à faire pour le mettre en place. Et puis, une autre date là qui est fixée, c'est le 16 juin, un format là webinaire, cette fois comme maintenant, de 13h30 à 15h, sur l'autopartage entre particuliers, une solution de mobilité publique. Donc certainement qu'on sera au-delà du lien avec les collectivités et du rôle que les collectivités peuvent jouer dans l'autopartage entre particuliers. On peut penser à d'autres structures publiques, parapubliques, en tout cas qui ont un rôle, en tout cas d'être au service de l'intérêt général. En tout cas, voilà, on avait envie d'aborder aussi ce sujet comme l'autopartage, aussi comme une solution de mobilité complémentaire vraiment aux autres modes de transport que les collectivités peuvent déployer et comment les collectivités peuvent vraiment s'en emparer à leur endroit. Voilà, et puis vous rappelez, voilà, cette journée nationale de l'autopartage entre particuliers qui est en train de se préciser. On a une première réunion avec un comité d'organisation lundi prochain, et donc vous pouvez déjà noter la date. Donc a priori ce serait le mardi 9 décembre à Rennes, donc une journée pour se rencontrer voilà, en physique et en réel, en vrai. Donc voilà, n'hésitez pas à noter la date, évidemment on vous donnera plus d'informations prochainement. Peut-être que ce comité d'organisation sera aussi ouvert, il y aura peut-être des parties sur lesquelles les uns les autres vous pourrez contribuer, donc on en reparlera le 1er avril et on vous tiendra au courant en tout cas des avancées de l'organisation de cette journée dès qu'on y voit une aussi plus clair. Voilà. Désolée pour le délai et le débordement pris d'une demi-heure. En tout cas, merci d'être restés à vous tous et toutes. Vous avez évidemment là nos contacts. On vous renvoie très bientôt le compte-rendu, c'est-à-dire le diaporama enrichi avec toutes vos contributions. Le replay aussi, comme ça pour ceux qui ne l'auront pas vu ou qui ne l'auront pas vu jusqu'au bout, vous pourrez le revoir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à interagir dans le Discord ou à vous adresser directement à nous par mail. Est-ce que Jérôme, Clara ou Bruno, il y a un dernier mot que vous souhaitiez ajouter avant qu'on ne clôture ce webinaire? Merci en tout cas à vous trois pour la préparation de tous ces contenus. Oui, merci. Je voulais dire un mot pour remercier Christine. Vas-y, Clara. Oui. Voilà. C'était simplement pour remercier les personnes qui avaient témoigné aussi, parce que c'est vrai que ça apporte beaucoup de dynamisme à ce qu'on peut partager, et donc c'est super chouette. Merci à vous. Ouais, merci Oscar aussi. Je voulais remettre une couche sur le fait qu'on a besoin de vous sur les mois qui viennent et puis sur la suite du projet. Parce que ce projet, là, on est 4 structures à le porter, mais on y passe les uns et les autres déjà beaucoup de temps, et plus il y aura de personnes qui pourront s'y investir et en fonction de leurs compétences et de leurs envies, plus ça contribuera au travail qu'on est en train de mettre en place sur cette année 2025 et puis également sur la suite, parce que ce projet il est enthousiasmant, mais il est important. Voilà, on a besoin de vous. Fais bien de le rappeler, Bruno. Merci encore à tous et puis à très bientôt par mail sur Discord et dans les prochaines réunions de travail. Bonne fin de journée à tous.